radio pirate. Faites partie de la révolution. Let's go. Dans les sujets que j'ai gardés aujourd'hui, qui semblent les sujets prioritaires, veut pas, on a glissé un mot hier, Jerry et Mr. White. Puis c'est à jaser avec plus de monde. Puis je comprends qu'on est tous embarqués dans des genres de sagas, dans des genres de téléromans politicaux, des genres de West Wing, quasiment en temps réel, avec tout ce qui se passe avec Trump et tout ça, mais puis incluant Carney avec tout son voyage en Chine, puis en fait, il n'est jamais au Canada. Puis si c'était moi, une des premières affaires, si j'étais au Parti libéral, si j'étais dans les proches de ce gars-là, j'irais le chercher par le fond de culotte. Je dirais, man, t'as pas le temps de faire du spectacle, t'as pas le temps de faire du show, t'as pas le temps. Si tu penses que tu vas être réélu seulement et uniquement à faire des genres de deals en plastique avec les Chinois, t'es mêlé en calice, tu sais pas ce qui se passe. La preuve, c'est que quand vous regardez on a regardé hier les sondages. Il y a une déconnexion épouvantable entre une génération et les autres générations. Et ça brouille toute la picture. Mais quand on le regarde en détail, on se rend compte que tout ce genre de soap politique dans lequel on est embarqué beaucoup trop, ben c'est uniquement et seulement pour les gens plus âgés. Les autres, ils se battent. Les autres sont en train d'essayer d'arriver avec l'épicerie. Ce que je vais vous parler, c'est les chiffres d'inflation incroyables. Jamais, vous m'auriez dit à l'avance, voici les chiffres qui vont arriver. J'aurais pensé que ces nouvelles-là auraient été créées par de l'AI. Jamais j'aurais pensé que le Canada, et on sait qu'on va probablement le savoir un peu plus tard, mais habituellement, quand on a les détails par province, le Québec est toujours 1 point de plus que la moyenne canadienne sur l'inflation, entre autres de la bouffe. Donc, si j'étais les proches de Carney, j'essaierais, en tout cas, plus que j'essaierais, je lui imposerais de laisser tomber les plus vieux, de laisser tomber tout ce genre de téléromans politicaux qui semblent amuser les gens de Radio-Canada, qui semblent amuser les gens de la presse en général, donc des journalistes et des médias. Et je me concentrerai sur une chose, la population active, les familles, les gens qui... Les vieux ne souffrent pas de l'inflation alimentaire autant que les familles. Les vieux, ils mangent pas. Ils mangent pas beaucoup, c'est ça, là. Ils déjeunent. C'est ça. Ils grignotent sur l'heure du midi. 2 toasts. 3 toasts à 2. Exact. 3 toasts à 2, that's it. 3 toasts avec un peu de fromage. Un morceau de concombre, puis peut-être une tranche de tomate oui. avec du sel puis du poivre. C'est ça, ben oui. T'sais? Et oui, ils vont prendre un repas avec un peu de stock. Habituellement, ils le prennent vers 4 heures parce qu'ils vont se coucher vers 7h30, 8h anyway. Donc, c'est d'eux autres qu'on s'occupe all the way. La réalité, c'est que ce n'est pas eux autres qui sont en train de n'arracher. Ce sont les familles. Et il faut que tu ailles les chercher parce que, tu sais, les chiffres que je vous ai donnés hier, les chiffres sur la popularité des partis politiques, comment ça détonne entre autres, les plus jeunes, ceux qui sont plus stressés que ce qui se passe, donc l'accès à l'habitation, la bouffe, le marché de l'emploi qui est un peu plus difficile. Donc, les 18-29 ans sont full blast conservateurs. Et les vieux, 60 ans et plus, veulent rien savoir des conservateurs. Et ils sont full blast libéral. C'est le temps pour Mark Carney de laisser tomber cette crowd-là. Cette crowd-là n'a pas besoin de Mark Carney. Cette crowd-là n'a pas besoin d'être aidée par le politique si le politique peut faire quelque chose. Parce qu'on aura une réflexion à faire. Tu sais, quand je regarde les chiffres, et en passant, j'ai d'autres chiffres qui nous montrent qu'il y a une distorsion entre une génération et une autre. Quand on demande aux gens, est-ce que vous regardez votre voisin ou encore quelqu'un de votre famille ou un ami de travers s'il vous annonce qu'il va faire un voyage aux États-Unis? 66% des gens disent « ça ne me dérange pas du tout ». 33% disent « ah oui, ça me dérange énormément, puis je suis même prêt à le flusher ».
C'est qui ces 33 %-là? C'est encore la même fucking gang de retards de 60 ans et plus qui sont, regarde, bouffés par la télévision parce que ces gens-là n'ont rien d'autre à faire de leur journée que d'écouter la crise de TV. Donc, je peux croire tout je comprends que pour Carney, un gars, un Européen, qui est un imposteur. OK, c'est un imposteur. C'est un fucking imposteur. Quelqu'un qui n'a pas d'affaire là, parce que c'est un Européen qui ne comprend pas tout ce qui se passe au Canada. La raison pourquoi il n'est jamais ici, c'est elle. Donc, il s'invente des histoires, il s'invente des trucs. Mais sincèrement, si vous êtes un libéral, parce que quand on regarde les chiffres, on me dit tout que Pierre Poilievre est plus ou moins bon, que Pierre Poilievre n'a pas une bonne réputation. Mais quand je regarde les chiffres, il est quand même à 40 % et les libéraux sont à 40 %. Donc, si jamais on déclenche une élection, je comprends que tout le monde a intérêt à étirer ça le plus possible. Mais who knows? Si on a une élection qui s'en vient plus rapidement qu'on pense, les libéraux ne sont pas assurés de gagner, même minoritaires, puis sont encore moins assurés de gagner majoritaire, même que probablement que ça n'arrivera pas. Donc, qu'est-ce qui peut faire gagner le gouvernement actuel? S'occuper des vrais problèmes du monde. Il faut comprendre, les chiffres qu'on a sont plus que décourageants, surprenants, mettez tous les qualificatifs que vous voulez. C'est des chiffres d'inflation sur la bouffe qui sont crissement inquiétants. Inquiétants dans le sens que un peuple qui a faim, c'est un peuple qui est défocus. Là. Il y a deux choses de base qu'on doit s'occuper. Et le premier meeting, la première réflexion qu'on a à faire en tant que je pense que ça peut représenter toute la gang. Là. Il n'y a même pas de couleur politique là-dedans. Bouffe en premier, logement en deuxième. Parce que la même journée qu'on a eue hier, les chiffres sur l'inflation au Canada, on a eu au Québec l'augmentation des loyers locatifs de 3,1 %. 3,1 % sur un logement de 1 800 $ ou de 1 700 $, et ça n'inclut pas en passant les logements qui ont 5 ans et moins. Donc, les logements de 5 ans et moins ne sont pas réglementés par ce genre de règles-là de la régie des logements de je ne sais pas trop quoi. Toi, tu as encore une style d'histoire. Mais à 3,1 % et je comprends très bien que le propriétaire voit ses taxes municipales augmenter, voit ses charges d'assurance augmenter, voit ses charges de financement augmenter. On comprend tout ça. C'est la raison pourquoi moins de gens dans les dernières années, même si ça semble vouloir s'arranger avec des appartements plus haut de gamme récemment dans le locatif, mais pendant des années, les gens n'avaient pas le goût de bâtir des logements et ils ont mis leur argent ailleurs, en bourse, dans la crypto-monnaie, etc., parce que il y avait trop de risques et le rendement n'était juste pas là. Ça a pris des programmes du gouvernement pour aider les gens qui bâtissent des logements à être capables d'en bâtir. S'il n'y a pas de programme, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on crée de l'inflation avec toutes sortes de règles, puis une fois qu'on a créé l'inflation, bien, on subventionne pour régler le problème. C'est la manière qu'on fonctionne ici. Mais autant je compatis avec les gens qui ont des blocs, autant vous allez comprendre que même une augmentation de 3,1 % pour un logement, mettons de 1 500 $ par mois. C'est 46 $. Ben, les gens n'ont pas... Jerry, les gens n'ont pas le moyen du 46 $. Il y a 46 $ de plus. Il y a 46 $ de plus. Les gens n'ont crissement pas le moyen de payer le 46 de plus. Parce que 46 de plus sur un an, c'est quoi? C'est 600 $ net. Rajoutez à ça tout le combat que les familles et surtout les gens de 40 ans qui ont des ados. Les ados mangent, ça mange. Ils ont un verre solitaire, je vois le verre. Ça mange sans arrêt. Non, c'est l'enfer. Et là, ben, on voit que le panier de fin des années 2010, donc 2017, 2018, un peu avant la COVID, le panier qui coûtait 174 $ est rendu à 300 quelques dollars. Sérieusement, l'heure est grave. On se calisse du Groenland. On se calisse du Groenland carrément. On s'en calisse. Qui arrangeront ça entre eux autres? I don't fucking care à propos du Groenland. Si j'étais politicien, le Groenland prendrait le bord en sacrament.
Toutes les niaiseries qu'on s'occupe prendraient le bord. Les patentes que les vaches font des pets puis qui réchauffent la planète, ça vient d'être brisé complètement par l'Université de Nebraska. Toutes ces asti de niaiseries-là sur lesquelles on est focus depuis des années, qui ont amené l'inflation dans la bouffe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, tu ramènes Carney, tu ramènes tous les politiciens, et je pense que tout le monde doit y participer. Pas juste le gouvernement au pouvoir, l'opposition, les gens de l'extérieur, les lobbies, les professeurs comme The Food Professor et d'autres à travers le Canada doivent rentrer. Puis ça inclut aussi les chaînes d'épicerie. Je veux entendre les chaînes. Parce que les chaînes d'épicerie passent pour les méchants là-dedans. La réalité, je pense qu'ils sont plus, d'après les chiffres que je vois. D'après les chiffres que je vois, le pourcentage qu'ils faisaient il y a 10 ans est à peu près le même aujourd'hui. Vous allez comprendre que si leur chiffre d'affaires a doublé par l'inflation, que qu'est-ce qui reste est beaucoup plus gros qu'il y a 10 ans. Mais en pourcentage, c'est le même chiffre. Donc, est-ce qu'ils sont en partie responsables? Probablement. Probablement qu'il y a des facteurs multiples à tout ça. Mais il faut faire le tour. Il faut prendre roche par roche. Soulever les roches et se demander comment on a fait pour arriver là. Parce que l'augmentation de la bouffe, vous l'avez vu, là, c'est augmentation à l'épicerie. Regarde, c'est skyrocketing. OK? On s'en va vers la stratosphère avec les prix de l'épicerie. Et c'est encore pire dans les restaurants. Les chiffres d'hier sont encore pires dans les restaurants qu'à l'épicerie. Oui, mais M. Filion, les meubles ont baissé de 0,1 %. Mais encore, liste des meubles, on en achète une fois de temps en temps. La bouffe, on l'achète à 3 semaines. C'est sûr que les statistiques d'inflation... ça devrait être à part, d'ailleurs. Toutes les choses qu'on s'achète une fois de temps en temps devraient être à part. Les choses qu'on achète à chaque semaine, comme l'essence, l'électricité, la bouffe, le lait, la boisson, toutes les choses qu'on prend quasi quotidiennement, au moins hebdomadairement, devraient être à l'intérieur d'une patente d'inflation. Puis à côté, puis j'inclus le logement là-dedans, puis le coût des voitures. Oh, exactement. L'assurance. Mais toutes les affaires qu'on s'achète une fois de temps en temps, comme les billets d'avion. C'est ça, les billets d'avion sont calculés. Mais tu sais, c'est billets d'avion, je comprends, là, mais c'est pas tout le... C'est pas généralisé, là. C'est vrai qu'il devrait y avoir un genre de deux statistiques. Là. Exact. Le quotidien puis le général. Je ne sais pas comment dire ça. Là, mais... Voilà. Donc, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Je sais que... Parce que c'est pas un sujet qui est jasé. On a les stats et personne ne parle de ça. On s'entend que c'est crissement plus important que le Groenland. Ouais. On s'entend que c'est crissement plus important qu'un paquet de nouvelles qu'on a sur Donald Trump à tous les jours dans les médias québécois ou canadiens. Crissement plus important. On parle de nourrir notre population, Joël Vert. C'est quand tu es rendu que tu trouves plus rien au Super C, puis chez Walmart, puis que là, ta dernière alternative, c'est panier extra. Après panier extra, il n'y en a plus, là. Non, une chance qu'il y a panier extra. Une chance qu'il y a panier extra. Une chance que ce genre d'épicerie-là fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de... Mais d'ailleurs, très surpris de voir qu'il y a encore du monde qui n'ont pas pensé à aller là. Moi, si j'étais vous autres, je commencerais à y aller. Un petit 20$, un petit 30$ de plus dans vos poches, ça peut faire toute la différence à la fin du mois pour vous autres. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est sûr qu'on va découvrir des choses qu'on ne veut pas découvrir. Autant pour, si on commence, mettons le premier mois, on dit c'est la bouffe. On fait le tour, on fait des discussions, on jase avec les gens des épiceries. Ils vont nous dire, eux autres, c'est quoi qui ne marche pas avec eux autres. Ensuite, les lobbies vont nous dire qu'est-ce qui ne marche pas. Puis, on va faire le tour de tout, puis on va se rendre compte que, coudonc, est-ce que tout ce qu'on a fait comme cartel dans le poulet, le lait, tout ce qu'on a fait comme cartel, est-ce que ça avantage la population? Est-ce que ça nous avantage? Est-ce que ça nous donne plus de choix, plus de qualité, mais surtout aussi plusieurs gammes de prix qui permettent à tout le monde de pouvoir manger de la viande? On fait le tour de toute l'industrie. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut parler. Je sais que personne ne veut faire le tour de ça. La raison, c'est que on va se rendre compte qu'il y avait des vraies raisons à ça. C'est pas 100% les épiceries. Là. Oubliez ça.
Vous allez voir que les règles, vous allez voir que finalement, tout ce que le gouvernement a fait au cours des 20-25 dernières années, ça nous a amenés sur le bord du précipice où nous sommes actuellement. Probablement que c'est ça. Et c'est la raison pourquoi ils ne veulent pas en parler. Une des choses, pourquoi pas enlever toute taxe sur toute la bouffe, que ce soit la bouffe de restaurant, que ce soit la bouffe préparée. Pourquoi 4 muffins n'ont pas de taxe et pourquoi 6 muffins ont TPS TVQ? Expliquez-moi ça, quelqu'un. Donc, si on commence à broder, et même chose pour les logements, même chose pour l'habitation. Si on décide qu'on en fait, une réflexion pour aller jusqu'au bout des patentes, puis que personne ne va être épargné, on va se rendre compte qu'on a couru après notre propre perte. Oui, ça va faire mal. Mais on va au moins arriver à une conclusion. Après, on prendra les décisions qu'on veut prendre. Mais au moins, tout le monde va savoir, voici les raisons. Voici pourquoi bâtir un bungalow maintenant, ça coûte 450 000 au Québec. Voici les raisons. Le coût du terrain. Pourquoi le coût du terrain est à ce prix-là? Pourquoi le prix des infrastructures est à ce prix-là? Pourquoi le coût réel de bâtir? Qu'est-ce qui fait que la maison qui coûtait 125 000 à bâtir il y a 15 ans est rendue à 450 000? Je sais que plein de gens ne veulent pas savoir pourquoi. Je sais que les lobbies ne veulent pas savoir pourquoi. Parce que la majorité des gens qui sont dans les lobbies, eux autres, ils ont leur maison depuis 20-25 ans. Eux autres, ils ne vivent pas ce stress-là. Mais je me demande s'ils veulent vraiment le savoir. Donc, tout le noise qu'on a alentour de nous autres, ça sert beaucoup Donald Trump. Là. Ça sert énormément. Ça sert à camoufler un paquet d'affaires. Si ça va mal, c'est Trump. Oui. Dans n'importe quoi. Là. Alors que dans l'histoire de la bouffe, il va falloir l'expliquer. Il va falloir expliquer au monde qu'est-ce qui est arrivé. Il va falloir le dire que pendant la COVID, on a gaffé. Il va falloir le dire que ceux qui ont prédit ça pendant la COVID, que d'imprimer de l'argent à tonnes, que de doubler la dette qui était déjà immense, c'était irresponsable. C'était irresponsable de baisser les taux d'intérêt à 2 pour que l'argent soit à rien, qu'elle vale absolument rien. Et est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment? Parce que c'est lui, il y en a 2 sujets. C'est la bouffe et l'habitation. C'est là, les chiffres détonnent. T'sais, si vous demandez pourquoi les plus jeunes sont conservateurs et que les plus vieux enragés de 60 ans et plus en pyjama à 5h15 le soir, branchés sur la TV quasiment 16 heures par jour, si vous demandez comment ça peut être autant qu'il y a un univers entre ce groupe-là et l'autre gang de plus jeunes, d'actifs, eh bien, c'est tout le noise qu'on propage dans les médias qui écoutent à longueur de journée, alors que le monde normal, ils travaillent, ils s'en vont à la pratique de hockey, ils font les devoirs, ils donnent les bains, ils vont porter le plus jeune à la garderie, ils s'en vont chercher l'autre à l'école pour l'amener chez le dentiste. Chris, c'est l'enfer. On a tous passé par là. On sait c'est quoi, là. Ah oui, ils font leur vie, ici. Donc, eux autres sont prêts à du changement. Eux autres sont en tabarnak. Mais savez-vous quoi? Personne ne s'occupe d'eux autres. Personne les écoute. Parce que qui est important aux yeux des médias mourants? Les médias mourants parlent à qui? Les médias mourants, les médias traditionnels parlent à qui? Ils parlent aux vieux. Parce qu'il n'y a pas de jeunes qui les écoutent. Donc, c'est des sujets de vieux. Les politiciens voient que les médias parlent aux vieux et ils voient les sujets. Ils utilisent les sujets que les médias utilisent. Donc, eux aussi parlent aux vieux. Mais personne ne regarde ce que les familles vivent en ce moment. Le prix de l'essence, on peut tomber là-dedans. Avec un baril à ce prix-là, comment se fait-il qu'on est à ce coût-là? Pourquoi on n'est pas à 99 cents? Pourquoi les familles doivent payer... 1,39, hein? Ici, 1,39. 1,39, 1,24 à Saguenay. Pourquoi 1,24 à Saguenay? Ah oui, pourquoi? Et c'est toujours de même en passant. C'est pas cette semaine, là. À chaque fois que tu descends au Saguenay, tu pars du Costco Bouvier, tu te ramasses à Saguenay, l'essence est moins chère que le Costco à Québec. C'est quoi l'histoire? Pourquoi ce gars-là? Puis pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier, j'ai vu des choses incroyables aujourd'hui. J'ai vu Fitzgibbon qui rend hommage
à François Legault, 2 gars qui, tant qu'à moi, Arrêtez. ont brisé les familles, brisé le budget des familles. Et ces gens-là se lancent des fleurs. Ils peuvent aller chier, ces 2 câlisses-là. Désolé. Non, pas désolé. GFY, ouais, je vois le vert. Et personne ne s'occupe. C'est pas grave. Ça n'a pas marché, mais c'était un beau projet. Les milliards du monde mis dans des projets de fous, signé Fitzgibbon et signé Legault. Je sais que, à un moment donné, les gens vont être à bout. À un moment donné, les gens vont être à bout. Je vous le dis que les gens vont être à bout. Les gens vont être à bout. On n'a pas un régime comme dans des pays dangereux qu'on regarde de loin en ce moment. Mais on a un régime qui est quand même complètement déconnecté de sa population active. Complètement déconnecté du monde normal, qui ont des familles, puis qui ont des salaires, puis qui sont dans la classe moyenne. La classe moyenne étouffe. Seuls les plus riches ou encore les gens confortables, parce qu'ils sont là depuis 65 ans, 75 ans, qui eux autres ont tous payé le patente à 15 000 $ le maison éclairée depuis 25 ans, puis qui ne mangent plus, puis qui ne voyagent plus, puis qui ont un char à 2, puis c'est un char qui traîne depuis 3-4 ans, puis ils font à peu près 6 000 km avec par année. C'est comme je le dis souvent, c'est une distorsion qui ne peut pas continuer. Est-ce que nos politiciens ont le courage, ciboire, d'adresser de front les 2 seuls problèmes que nous avons qui sont immenses? On a plein de problèmes, mais je veux dire, c'est les 2 problèmes que les gens parlent à tous les jours. Le coût de la vie, le coût de la bouffe, le coût du logement. Mes filles me parlent de l'accès à la propriété. Parliez-vous de l'accès à la propriété à vos parents à 23 et 21 ans, vous autres? On ne parlait pas de ça. Personne ne parlait de ça. Pas en tout. Les autres, ils se demandent s'ils vont avoir le moyen un jour d'avoir une maison. On n'en parlait pas, on le faisait. Mais oui. Moi, j'ai eu ma première maison à 20 ans. C'est une autre époque. Mais je veux que mes enfants aient... On ne savait pas à ce moment-là. On ne savait pas qu'on était privilégiés d'avoir ça. Là, aujourd'hui, on le sait. Et puis, au moins, moi, je suis conscient de ça. Mais il y a des gens plus vieux que moi qui s'en calissent, qui s'organisent. Ils font comme nous autres dans le temps. Mais ils ne peuvent pas faire comme vous autres dans le temps, justement. Parce que l'équation entre ce que ça coûte pour la bouffe, ce que ça coûte pour le logement, ce que ça coûte pour l'énergie, par rapport à ce que vous gagnez, il n'y a rien qui se compare à ce que vous avez vécu, OK? Arrêtez de vous penser des super-héros. Vous n'avez rien vécu comparativement à eux autres. Et cette injustice générationnelle-là doit arrêter. Mais il faut trouver la source du problème. Et il faut être assez adulte pour commencer à se regarder dans le blanc des yeux, tout le monde, faire le tour et au moins identifier les raisons. Puis après ça, essayer de trouver une solution à cette patente-là. Mais c'est pas ça. C'est juste Trump all the way. C'est juste le Groenland. Fuck le Groenland. Come on. Le monde a faim, je vois le faire. Let's go. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Toujours intrigué de savoir qu'est-ce qu'a gardé comme nouvelle notre chum Jerry pour la boîte. Élection partielle, Chicoutimi s'est lancé aujourd'hui. Donc, Bonne chance à Catherine Morissette. Exactement. Catherine Morissette pour le Parti conservateur. Marie... Salutations à Fred, son fils, qui est un excellent pirate. Oui. Marie-Caroline Laflamme pour le PQ. Et pour la CAQ, on ne sait pas encore. La CAQ a dit, ouais, on va présenter quelqu'un, là. On va dire, oui, mais c'est qui? Je pense que ça va être dur de trouver quelqu'un pour la CAQ. On va vous présenter ça cette semaine, là. Là tu dis, ouais, mais c'est le début, c'est le lancement aujourd'hui. Donc, la CAQ n'a pas... Facile de trouver quelqu'un, mais la personne, elle ne voudra pas s'endetter parce qu'elle sait qu'elle n'ira pas chercher son 15 %. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Erika les va dépenses électorales doivent être payées par quelqu'un, là. Mr. White. Mr. White,
Depuis hier, il me parle d'Éric Kerr. Non, mais j'ai dit à Jerry, c'est drôle pareil que lui, il n'y a personne qui a pensé le démissionner, puis lui-même, il n'a pas pensé démissionner. Puis là, je me disais, lui, il va-tu être là à l'automne prochain? Le dernier gars dans le bateau de la CAQ, ça va être Éric Kerr. là. Ils vont tous partir. Kerr va être encore là. Moi, si tu as vu, il y a une vidéo qui circule là, de genre de reportage AI. Eh bien, le bateau de la CAQ, les rats. C'est trouvé un paquet de rats qui sort du bateau. Mais je suis d'accord avec toi que le dernier qui va partir, ça va être Éric Kerr. C'est ça. Non, lui, Mais les chances que la CAQ disparaisse sont quand même là. Oui. Bonne affaire. Non, très bonne. Non, très bonne. Très bonne très bonne affaire. Très bonne affaire. Hey, le 26 janvier, c'est quand? Le 26 janvier, c'est lundi prochain. Oh! Le 26 janvier, c'est Quelques jours officiellement- avant mon arrivée, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Toi, exactement. Et c'est la date fixée par le gouvernement pour la nouvelle politique de télétravail. Ah ouais? Donc, les fonctionnaires provinciaux, Hey, ça a l'air à bon. il faut qu'ils retournent. Non, là, ça sont Ça, c'est malade, là. Parce que, tu sais, tu parles de ça avant les fêtes, puis tu t'en fous parce que tu dis, oh, plus c'est ton savoir. Mais là, les fêtes sont passées, puis là, les semaines ont passé, mais là, il arrive le 26, là. Il arrive dans une semaine, là. Mais là, là ils disent, ouais, le syndicat là-dedans. Mais là, ils veulent. Si on commence lundi prochain, là, on va lever des griefs. Griefs de quoi tu parles? De quoi tu parles? Ben, tu rentres travailler à partir du 26. Non, on va lever des griefs parce qu'on n'a pas été, tu sais, il dit c'est un peu méprisant, là. On n'a pas été, avisé assez longtemps On n'a pas été du briefé. retour au travail. Ah. Là, le syndicat, c'est de jouer ses mots, là. Là, ce qu'ils veulent, c'est avoir des semaines de plus. On parle des employés gouvernementaux, mais juste, c'est ça. Oui, c'est fonctionnaire. oui, c'est exactement l'employé ça. Puis on ne parle pas de l'infirmière qui Regarde, là, travaille dans le c'est métro. c'est assez simple. Le boss décide que c'est plus 2 jours, c'est 3 jours. Oui. Fait des horaires, donne des places. Si tout est officiel, la personne qui n'est pas là, puis qui n'a pas une justification, mettons, de maladie ou quelque chose, est dehors. Ben, c'est tout. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça arrête, ça. Là. C'est ça, tu lui dis que Voici, c'est comme ça. on est le boss. OK, vous n'êtes pas le boss. On est le boss. Puis, tu sais, je vais vous le dire, bien franchement, là, je suis pas quelqu'un qui a une position sur l'histoire du travail à distance. J'en fais du travail à distance. On en fait du travail à distance. Puis je pense qu'on est du monde qui travaille très fort. Donc, puis j'en connais des gens qui font du travail à distance, puis ça donne bien pour eux autres. Puis il y a des secteurs où moi, je connais des secteurs où les gens disent, moi, je ne veux pas y avoir au bureau. Tu sais, le secteur de l'informatique, les TI, sérieusement, à distance, ça fait, parce qu'ils peuvent voir vraiment qu'est-ce qu'ils font. Mais malgré tout, ils sont fait avoir. J'ai raconté qu'il y a une compagnie que je connais, qu'il y avait un gars qui faisait 600 000 par année. Il y avait 3 jobs de 200 000. Il y avait 3 fois la même job dans 3 entreprises à travers l'Amérique du Nord. Donc, fou, le hein? gars, c'est un king. Bon, c'est sûr que de temps en temps, tu peux le faire fourrer par un king un petit vite. Mais majoritairement, ça se passe bien. Donc, je ne suis pas en train de prendre position sur c'est-tu correct? C'est pas ça. Le point, c'est l'employeur, qui est le gouvernement du Québec, pour une raison X, décide que 2 jours, c'est passé, perd le contrôle, productivité est au slow. C'est déjà difficile d'avoir une bonne productivité, même au bureau, 5 jours. Ça commence à être tough. On veut y aller 3 jours. OK? C'est leur décision. Moi, la seule affaire que je défends là-dedans, c'est le pouvoir des boss. À un moment donné, celui qui fait le chèque a plus de pouvoir que celui qui l'encaisse. Tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il ne le demande donné, pas à l'une voici, non là. plus. Là. Ça veut dire, il ne le demande pas 5 jours. Non. Ça veut dire, Puis, il le demande. sais-tu quoi? Ultimement, même s'il leur demandait 5 jours, Jerry. Je sais. Le Ça veut syndicat dire, il le demande est là pas, pour... Le syndicat, tu sais, c'est pas de l'acquis, ça, là. C'est arrivé par accident en 2020 avec l'histoire de la COVID. C'est pas une fois qu'on fait ça, c'est pour l'éternité. Non, tu n'es pas en train de créer quelque chose d'un genre de patente grand-père, je ne sais pas trop quoi. Tu es en train de créer une La situation clause qui est grand-père, temporaire. ouais, c'est ça. Clause grand-père, exact. Tu es dans une situation temporaire en fonction de ce qui arrive. Bon, on a développé des outils, on est meilleur qu'on était auparavant.
Mais là, c'est plus assez. Les gens veulent avoir... Je ne sais pas c'est quoi la raison. Ils veulent avoir du monde dans les bureaux, ils veulent que le monde aille manger dans les restaurants. Ben non, arrêtez. Ils savent bien que le monde amène le lunch. On n'a pas le moyen d'aller manger au restaurant comme avant, 5 jours par semaine, comme c'était le cas en 1995. Ça n'existe plus, ça. Donc, la raison, c'est une question probablement de productivité. Ah, voilà. Et là, l'histoire. OK, c'est tout. C'est juste ça, là. Ben, et là, l'histoire. Mais là, l'affaire, c'est que le SFPQ, le syndicat, là, Ça, syndicat d'enragés ultra-communistes à la marde, des anti-Filion, des anti-Radio-X à l'époque, des gens très crinqués. Sortons les Là, poubelles, autres- c'était eux autres pas mal. Là. c'est ça. Oh oui. Eux autres l'affaire, c'est aussi, c'est qu'ils ont du temps. Eux autres, ils ont du temps. Et là, les autres, ils ont dit, ouais, mais là, ce qui arrive, c'est qu'on a fait un sondage à l'interne chez nos membres. On dit, ah ouais, ils ont fait un sondage. Oui, il dit, ils ont sondé les fonctionnaires. Puis, ils disent qu'ils vont être moins productifs s'ils rentrent au travail, s'ils rentrent sur place. Non, mais Non, franchement. c'est des humoristes, là. Tu sais, Non. On dirait un show d'humour. Dites au moins la vérité. On est bien, on aime ça faire un peu de patente à travers. Fais ça. Je me suis acheté un chien, j'en avais pas avant, il n'est pas habitué Voilà. d'être tout seul. Dis-moi les vraies affaires, là. Dis-moi mes vraies affaires. Ma Dis-moi blonde est pas, rendue. je vais être plus productif à la maison qu'au bureau. Si t'es pas productif au bureau, il y a un problème. Là. C'est ça. Ma blonde, ça fait 18 casse-têtes de 1500 morceaux qu'elle fait depuis un an. Dis-le. C'est ça. Oui, dis-le. C'est Chris, dis-le. Bon, dis-le que tu es en train de garder tes petits-enfants. Dis-le. Depuis Après ça, 2020, dis- j'ai un job à temps partiel, payé à temps plein, puis j'aime ça. Bon. Ah. Hey, je peux aller prendre des marches de 15 minutes. Il n'y a personne qui m'écœure. Ma belle-sœur peut m'appeler pour des affaires. Il n'y a personne qui m'écœure. Puis je fais mes affaires C'est ça. à travers. J'aime ça. J'aime ma nouvelle job. Je l'aime. Oui, je fais Dites-le. des commissions pour mon fils. Puis, J'aime c'est ça, j'aime ça aller faire l'épicerie le mercredi matin. Bon, voilà. J'aime aller au Costco le mardi de bonne heure parce qu'il n'y a pas de monde. C'est ça. Mais je me reprends à la fin de la journée. La job est faite pareil. Ben oui. Et- Mais dites pas, on est moins productif au bureau. Là. C'est sérieusement. Là. Quelle époque, pareil. Hey, au Nouveau-Brunswick. Ils ont rien qu'à coller dehors, ça marche pas. C'est tout. Là. Je sais. Mais le gouvernement a peur de ses employés. Ben, il est là le bug. Je vais te dire pourquoi. C'est pour ça que tout est tout croche. Là. Rapport de Parce force. qu'ils se c'était font perdu dire à longtemps. l'interne, puis ça, j'en suis convaincu. Là. Convaincu, je mettrais ma main au feu. Là. À l'interne, le gouvernement se fait dire, c'est-à-dire, quand la porte est fermée, là, si vous nous brassez trop, on va lever le pied. Donc, les piles de papier vont s'accumuler. C'est aussi simple que ça. Là. Mhm. Aussi simple que ça. Il va y avoir un message à la grandeur de la place. Puis vous allez voir que la machina, on va dire, la gear, on ne sera pas sa petite gear, on va être sa grosse gear. On va tourner tranquillement en tabarnak. C'est Québec-Montréal à 25 km/h. Tu veux qu'on paye sur le gaz? On ne paye pas sur le gaz. On roule à 25. Mais c'est la machina qui décide. Vous allez le voir. Ouais. C'est la Le gros problème, c'est lui. Le gros problème, c'est que le gouvernement a peur de ses propres employés. C'est ça le problème. À mon histoire du Nouveau-Brunswick, ça, c'est spécial. Ben, c'est spécial, oui et non. Mais c'est quelque chose qui peut prendre de l'ampleur. Puis, c'est pas un fait. Tu dis, c'est arrivé, puis c'est arrivé juste une fois, ou... non, là, c'est arrivé plusieurs fois. Là. Il y a... au Nouveau-Brunswick, dans le coin de... Ça s'appelle Clarendon. Clarendon, Nouveau-Brunswick. Puis cette région-là, la région de Saint John, la baie de Fundy, là, Saint John, puis la grande région, là. Là, l'affaire, c'est qu'il y a des clients qui n'ont pas de téléphone, pas d'Internet. Hey, Christophe, il y a un câble qui a été volé. Le câble, ils se sont fait voler 1 kilomètre de câble. Ben voyons. D'abord, plus d'1 kilomètre de câble. C'est long, 1 kilomètre. Mets un fil à terre, 1 kilomètre, c'est long. Là. Mais c'est un câble de cuivre. Gros câble de cuivre. Oui, le cuivre vaut cher. Là, là l'affaire, c'est que Bell, elles sont... Ben oui. Mais Bell est inquiet, là. C'est le 14e vol de cuivre dans le sud du Nouveau-Brunswick.
Donc, ils sont tannés de changer des fils, les autres. Mhm. Ils se font voler des fils. La face, c'est que le cuivre, en 2022, je vais juste vous donner une idée, en 2022, le cuivre, il était à peu près à 3 pièces et 25 la livre. À peu près, grosso modo, US. Et sur les marchés mondiaux, là, le prix du cuivre. Puis en ce moment, on est 5,87. On l'approche de 6 pièces la livre. Wow. C'est pas du simple au double, mais c'est pas mal ça. Là. Donc, le cuivre vaut une fortune et des Les compagnies fils comme électriques sont Bell, achetables. Là. Ils sont barrés en arrière de des portes en grillage. en grillage. Ben oui, c'est vrai pareil. Hein? Ben oui. Les rouleaux de fil, là, tu parles. Là. Ben oui, les rouleaux oui. de fil électriques. Ça C'est les coûte rouleaux une fortune. de fil qu'on passe dans les murs. Là. Moi, mon gros fil qui part de ma boîte électrique jusqu'au spa, c'est ma boîte électrique. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un fil de 220. Ça, c'est des fils. Ça a dû Mais coûter- je ne sais pas combien c'est à distance, mais souvent, tu peux passer un 500$ sur un fil. Là. Oui, c'est ça. Mais 500 moi, c'est piastres. ça. Ben, c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'ai payé, moi, à peu près. C'est ça. C'est 600-700$, il y a quoi? Mettons 15 Ah, ben, ans. ben, ça veut dire que si tu as payé 600-700$, il est rendu à 1200$. Hmm. Ouais. Gros fil. C'est de long fil, dans l'arrière? Ben, c'est à la maison complète, puis jusqu'en arrière de la maison, puis le spa. Mais tu sais, la face, c'est que c'est tout un fil. Là. C'est gros, là. Mhm. Mais je veux dire, Bell est inquiet, là. Bell, ils sont tannés, là. Non, mais... Ben, c'est ça. Ben, du monde Tu sais, qui ont faim, ils vont faire des affaires bizarres. Là. c'est Quand t'es ça. rendu qu'un rib steak que tu n'es plus capable de t'acheter parce qu'il est rendu à 29$ pour un steak de à peu près une livre et quart, là, une livre et demie, là, ben, le monde va trouver des moyens de se nourrir. Mais quand tu y penses, là, tu pars avec tes chummies, c'est pas tout seul, là. Tu pars avec tes chums la nuit, puis tu t'en vas couper des fils, puis tu bosses 1,5, au-dessus d'1 kilomètre de fil. On t'entend-tu que faut que tu transportes ça après? Là. C'est-à-dire, faut que tu coupes des morceaux, puis faut que tu leur vendes. Parce que, tu sais, il y a tout un processus à ça. Mhm. Pas de problème. Comme tu dis, quand tu as faim, tu es prêt à n'importe quoi. Là. Le oui. monde est très créatif quand ils ont faim. Mais, hein. Puis le fil, il passe à travers des boisés. Fait que les autres, ils travaillent la nuit. Là. C'est capoté, cette histoire-là. C'est comment sauter. Hey, les autres, je taponne dans mes histoires. Là. La STM à Montréal, la Société de transport de Montréal, je sais qu'il y a des pirates qui travaillent à la STM qui nous écoutent, on les salue. Mais tu sais, il va y avoir une réflexion à faire pareil à la STM. C'est la STM. Il y en a qui gagnent plus que le premier ministre dans la gang. Oui. Ah oui? Ah oui. Ceux qui font du plan supplémentaire gagnent plus que le PM. Mais en 2025, en 2025, il y a eu 294 millions de passages. Quand même. C'est métro, bus. C'est baisse de combien, ça? C'est 7 de moins. Et tabarnache. Ah, ouais. Sur Hey, plus ils nous ont 2024. parlé de transport en commun des dernières années, depuis la COVID, c'est l'enfer. Là. Alors, c'est un crash, Calif. C'est un crash. Là, ils disent, ouais, il y a moins d'étudiants étrangers à Montréal. Ouais, OK. OK, parfait. Ouais, OK. Mais là, ça crise quoi, ça? Ouais, mais là, mais c'est pas je comprends, mais là, s'il y a moins de passages, autrement dit, il faut que tu fasses des économies quelque part. Là. Tu En veux dire, passant, c'est- Mr. White, ça a l'air gros, 295 millions, mais c'est pas gros. Là. C'est quelqu'un qui n'a pas de voiture puis qui reste dans un appartement puis qui fait, mettons, 200 jours, 220 jours de travail par année. Donc ça veut dire que lui, à lui seul, il fait, ça, j'inclus pas les commissions là, puis ses activités, juste son travail, il fait 450, passages à lui. Là. C'est ça, Ah c'est ouais, vrai. je comprends. C'est vrai. Bien, l'affaire aussi, c'est que ce que je veux dire, c'est par rapport à la réflexion, parce que quand tu penses à des politiques, des fois, c'est pour plus tard. Mais tu sais, l'Institut de la statistique du Québec a dit que l'île de Montréal, en 2030, par rapport à aujourd'hui, il va avoir... C'est l'Institut de la statistique qui le dit, là. C'est pas le jury. Là. Ils disent qu'il va y avoir 200 000 personnes de moins sur l'île de Montréal. Oh. Donc, là-dedans, tu as des étrangers de moins et là-dedans, du monde qui arrive d'ailleurs, je dis étranger, du monde qui vient s'installer d'ailleurs, il y en a moins, puisqu'ils veulent couper un peu couper un peu la source. Mais l'affaire, c'est qu'il y a du monde qui sac le camp de Montréal. Ça va où? Oui, ils sortent de l'île, ils s'en vont ailleurs.
Là, Montréal, là, c'est Montréal, là, c'est l'île, c'est 200 000 personnes de moins, là. D'ici 2030, là. La décroissance démographique, c'est jamais bon. Là. OK. Là, je reviens, je reprends mon affaire. Penses-tu qu'il va y avoir de la diminution des employés de la ville, toi? Je pense pas. Mais là, si tu as 7 de moins d'étudiants étrangers, moins de population, mais à un moment donné, tu peux pas faire tourner les patentes parce que la mairesse de Montréal... 2030, c'est dans 4 ans, là. Oui, je sais, c'est là. Puis là, la mairesse de Montréal, la nouvelle, là, la madame Soraya, elle, dans sa campagne électorale, elle a dit, elle s'est servie de ça dans sa campagne électorale. Elle a dit, ouais, là, on va donner un meilleur service aux gens. Les services. Là, peut-être que les passages du métro, ils vont être plus. Ils vont en avoir plus. Je veux dire, le minutage, on va augmenter le tempo un peu. On va assez. Pour donner des meilleurs services aux gens. Je dis autobus, peut-être métro, je ne sais pas les détails. Là. Mais elle va là comme. Mais là, c'est pas le temps d'augmenter le tempo. Là. Il y a moins de monde dans ta patente. Là. Ben oui. Moi, quand j'ai mon restaurant, là. Quand j'arrivais le samedi soir, j'avais une tablée de réservée au complet, puis je savais qu'on allait avoir un rush à partir j'avais du personnel. Puis quand j'arrivais une journée, tabarouette, as-tu des réservations pour samedi? Non, on a une table de 4. As-tu d'autres choses? Non. Ben, on faisait rentrer une serveuse de moins. Je ne faisais pas rentrer pour qu'elle vienne prendre du café. Là. Et Chris, à un moment donné, il faut que tu gères ton personnel avec ton... Ben oui. Ah oui, mais là, on ne peut pas faire... Chris, coupe des bus de moins. Parce que là, s'il n'y a plus de monde, s'il y a moins de monde, nous autres, on paye dans le vide. Là. Ça tourne la patente. Là. Ça a checké, ça, la STM. Là. Non, pour vrai, là, Christophe, si tu dis il y a 7 de plus, tu dis OK, il y a une demande de la population. Là, c'est pas ça. Là, c'est le contraire. Le contraire de ça. Il y a une baisse d'utilisation des transports en commun, puis plus il y a de l'investissement demandé, comme si c'était hot, puis comme si c'était populaire. D'après moi, t'es pas dans un bon trend. Là. Mais il y a une affaire qui est bon. C'est un détail. Mais j'ai trouvé ça correct, parce que j'en venais de parler de la mairesse de Montréal. Il n'y a pas juste des mauvaises affaires, il y a une bonne affaire. C'est un détail. Mais moi, faut que tu commences par là, des fois. L'histoire des boîtes bébés à Montréal, c'est terminé. Là. Les boîtes bébés. Les boîtes cadeaux. Quand il arrivait au monde un bambino sur l'île de Montréal, la ville de Montréal donnait à la famille, à la maman, une boîte avec des toutous, des bébelles, des kits, des patentes. Là, des niaiseux, ça. Une boîte cadeau pour la maman. La boîte cadeau, il y a 200$ de stock dedans. Ben voyons. Non, ben cave, ça. Puis quand, je ne sais pas la date exacte, quand la Valérie Plante, elle a mis cette patente-là, la patente des boîtes bébés. Là. Mais ils ont passé la ville de Montréal 14 000 de Maduro, boîtes bébés. De Chavez. Oui. Non, c'est vrai. ça. Elle est plus admiratrice de Chavez que Maduro. Maduro a tout brisé le bon plan de Chavez. Oui, c'est ça. La méga communiste. Les gens disaient « Oh, Jeff, arrêtez de dire que tout le monde est communiste. » Ah non, mais là, vous le dit direct. Là. C'est pas moi qui vous le dis, elle vous le dit direct. Là. Elle a fait ça quand, elle, Val? Les patentes de boîtes bébés, là, la ville de Montréal n'a passé 14 000 avant que Soraya vienne de tirer à la plug. Merci, bonsoir. Là, eux autres, ils ont tiré à la plug. Ils disent « Enough! » Fini les boîtes bébés. Mais voyons, c'est bon. Ils ont passé 14 000 boîtes bébés à 200$. 14 000 fois 200$, fait combien? C'est 2,8 millions de boîtes bébés. Là. Tu sais, quand tu dépenses pour des crises de patente. Mais il y a trop de cash dans la machine. Ben oui, mais l'histoire, elle finit pas là. Non, il nous manque de l'argent, on fait des déficits. Non, c'est parce que tu n'as trop, t'en dépenses en cave. Mais là, la journaliste, la gauchiste, elle s'en va voir la madame qui fournissait les boîtes bébés. Parce qu'il y a une fille qui s'est partie de business. Elle a pogné le contrat des boîtes bébés pour mettre des toutous, puis des bébelles, puis des marionnettes, puis des kits. Mais elle a investi dans son entreprise. Parce elle a pogné le contrat avec la ville. Là, elle dit, elle est partie de rien, cette femme-là. Elle a une petite entreprise, correct, c'est pas vrai. Mais elle, 50% de sa business, c'était la ville avec les boîtes bébés, puis les bébelles qu'il y a dedans. Jamais partir une business avec un client qui peut, si jamais il s'en va, mettre à terre. Un client unique.
C'est presque un client unique. Elle, c'est 50 de sa business. Fait que cette femme-là, la journaliste, elle trouvait ça triste parce que, elle s'est louée un entrepôt pour mettre les bébelles, des cochonneries, les toutous, puis les petites patentes. Mais là, les serviettes, puis des affaires. Mais là, elle a loué un entrepôt. Elle a acheté du stock. Puis là, elle vient de se faire couper les patentes de boîte bébé. Le contrat est résilié. Goodbye. Merci, bonsoir. Non, mais c'est toute une histoire. Ça avait commencé le 1er janvier 2024. Tabarnache. Ça fait Ils n'ont lâché pas mal, des boîtes. OK, ça a bien été. Là, l'autre histoire. Il me reste deux affaires. Je vais prendre des nouvelles. Mais des fois, les nouvelles du Dôme, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Des fois, il y a des nouvelles du Dôme que je trouve insupportables, puis il y a des nouvelles de Dôme que je trouve, à un moment donné, il faut voir ce qui se passe chez nous un peu. Là. Puis, mais, tu sais, on se souvient l'année passée. Je ne me souviens pas c'est quand. Il me semble que c'était au printemps l'année passée. L'histoire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les rats, les ascenseurs qui ne marchent pas. Oui. Ça pisse l'eau à partir. Oui. Vous vous souvenez de ça? Non, c'était pas chic. C'était un gros sujet. Ça pendant 2 semaines de temps. Ça n'a pas de bon sens. L'hôpital. Oui. Le plus gros hôpital. On n'entend plus parler bien de ça. Dégâts d'eau, ascenseurs, les rats, les ci, les ça, le bordel. Ah, mais ils parlent de troisième lien, puis ils ne sont pas capables de bâtir un nouvel hôpital à Montréal. C'est ça. Là, il avait mis un genre de treillis dehors pour pas que le mur tombe. Puis, tu sais, un genre de rafistolage. Là. Mais là, on pensait, nous autres, que, bon, à un moment donné, le gouvernement, il va faire un minimum. Là. Ça veut dire, au moins mettre des trappes pour ramasser les rats. Là, essayer de pogner les rats. Je sais pas. Ça veut dire, il y a comme un minimum à faire. T'sais, moi, si chez nous, les rats, ils toit... quittent la CAQ. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas régler les problèmes de rats à l'hôpital. Là, Les rats quittent la CAQ. Là, il y a une fille qui a accouché. La face, c'est que la fille est allée accoucher à Maisonneuve-Rosemont. La face, c'est qu'elle est allée accoucher, puis elle a payé pour avoir une chambre seule. Tu sais, tu as des chambres à 4. Tu as des genres de chambres semi-privées, je pense, à 2, puis tu as des chambres seules. Elle a payé pour ça. Elle a payé un genre de 200$. Là, pour la chambre seule. Là. Puis les assurances, sûrement, ça passe sûrement sur ses assurances. Là. La face, c'est qu'elle se fait donner sa chambre à Maisonneuve-Rosemont. Il dit, la chambre est là-bas, au bout du couloir, là-bas. Là. Dans le fond, à gauche, c'est ta chambre. OK, c'est beau. Elle arrive là avec son mari, mais... La face, c'est que la chambre, elle rentre dans la chambre, il fait genre 5 degrés dans la chambre. Oh! Fun. La fenêtre, il y avait un jour, la fenêtre était ouverte. Là, son mari arrive, il dit, Christophe, la fenêtre est ouverte, il fait fret. Il essaie de baisser la fenêtre, oublie ça. La fenêtre est à jamais. Là, ils vont voir la réception, ils disent, ben là, ça marche pas. Dans la chambre, la fenêtre est ouverte. Il fait bien fret, là. Il n'y a pas un gars de l'entretien, il n'y a pas un genre de jack of all trades, un handyman, il n'y a pas quelqu'un qui travaille dans cette crise d'hôpital-là puis qui va fermer la fenêtre? La fenêtre est ouverte depuis des semaines. Là, le gars... les filles à l'hôpital, ils ont dit, non, on n'a pas d'autre chambre. C'est votre chambre. C'est la chambre que vous avez payée pour ça. Là, la fille, elle revient contre l'hôpital. Elle va dire, attends un peu, là. Moi, j'ai payé 200$ pour une chambre. Christophe, je peux avoir une chambre normale. Mais son mari, Christophe, il a roulé. C'est pas des jokes, là. Il a roulé des draps et il a essayé de bourrer la fenêtre pour pas que l'air rentre. Spécial, là. Non, c'est un pays... Non, c'est une... C'est la République dominicaine à moins 25, là. Non, c'est... Mais comme tu dis, il n'y a pas un gars... Ben voyons. Tu sais, il n'y a pas une espèce de gars dans la place qui est capable... Un genre de touche-à-tout. Prendre responsabilité, man. Pas en tout. Il n'y a plus personne qui dit, ben on ne peut pas laisser ça de même, là. C'est premièrement, l'air rentre au bout... marche pas, là. Donc, ils vont appeler le gars à l'entretien. Ouais, le gars, il y a une manière de fonctionner. Ça se peut pas, là. C'est pas possible. La fenêtre est ouverte. Elle est ouverte tout le temps. Tabarnak. Non, ça n'a pas de bon sens. Puis je te termine ça de même, ça n'a pas rapport. Là. Je sais juste de même. Une petite vite, là. Une petite vite. Bravo pour ton scotage, by the way. Oui, merci.
J'ai vu les images de la nouvelle boutique Apple. Apple, l'église. C'est quand tu vas au Apple Store, c'est une histoire. Puis c'est drôle que je suis allé au Apple Store il y a 2 semaines. Avec Fiston. Beaucoup de boomers. Oui. Y avait-tu du monde à Beaucoup d'effrayés de Trump Ouais. à la boutique Apple Store, fourrés avec le téléphone ou avec le Mac à 3200 $. Oh. C'est des génies. Et j'étais assis là à peu près 20-25 minutes parce que j'avais des commissions, puis il y avait longue histoire. Puis j'ai accompagné Fiston pour son iPhone, puis il y avait un petit quelque chose physique sur son iPhone qui ne marchait pas. Là. Le gars, il a réparé. Super service. Là. Extraordinaire. Politesse, le battant. Mais c'est drôle, puis je dis le restaurant. L'église est bien pleine. Pleine, Jeff. Pleine. Et pleine de beaux. Avec des canucks et des Canada Goose. Ben oui. Ils lui vendent des. Tu sais, les gros. Ils vendent des iPads, ordi à 3200 $, on va passer des emails, puis aller sur Facebook. C'est ça. Tu sais, les iPads, tu sais, le plus gros iPad avec le clavier, là. Oui. Tabarouette, ça, il y a le gars, là, je pense qu'il en a vendu 4, là, dans le 25 minutes que j'étais assis là. La plus grosse question qu'ils ont, la plus grosse question. Capotet. La plus grosse question des clients, c'est y a-tu Facebook là-dessus? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Ça vient-tu avec Facebook? Mais le Apple Store de Montréal qui vient d'ouvrir là. Il est au coin de Sainte-Catherine-Ouest puis de la montagne. Là, parce que l'Apple Store a déménagé. Il n'était pas tellement loin de là. Mais là, ils sont rentrés dans une bâtisse historique. C'est de toute beauté. Non, c'est possiblement un des beaux Apple Store au Canada. Là, pour vrai. Là. C'est incroyable. Vous allez voir si vous avez la chance d'y aller à Montréal, d'aller voir le Apple Store, il paraît que ça n'a pas de. Moi, j'ai vu des images, là, puis c'est très, très beau. Il y a quand même 532 Apple Store à travers le monde. Puis tu sais, ils ont le tour. C'est des Apple Store comment c'est organisé. Là. Il paraît que, je n'ai pas vérifié, là, mais ça, c'est. Il paraît que les Apple Store, les Tiffany, ils vendent des bijoux, là. Oui. Apple Store, Tiffany et Costco, paraît-il que c'est les 3 entreprises de commerce au détail qui sont le plus rentables au pied carré. Ah ouais. Donc, l'espace qu'ils ont, la bâtisse, l'espace, le plancher, tu fais ça au pied carré, l'argent qui rentre, ça serait les Apple, Tiffany et Costco. C'est ce que j'ai lu. Donc, le nouveau Apple Store, si vous passez par là, moi, c'est sûr, si je vais à Montréal, je vais aller Coin voir. Sainte-Catherine, la montagne. Très, très belle place. Vraiment. Thank you, man. Voilà pour la boîte à Jerry. Jerry qui fait du boursicotage en plus aujourd'hui, pour les gens qui aiment le boursicotage le mardi. Puis c'est ça, on aime jaser de toutes les nouvelles à notre manière. Hein. C'est probablement une spécialité. On aime jaser de toutes les nouvelles qui courent. C'est ça qu'on est, Radio Pirate. Radio Pirate News, le warm-up et également la boîte, tout ça nous permet. Puis tous ceux qui viennent se jaser avec nous autres. Demain, on a Nicolas Gagnon qui est avec nous. Aujourd'hui, on aura un podcast également avec notre chum Joe Hamel. Thank you, man. Yes. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. RadioPirate.com. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Ouais, ben, Joe, on commence où? Si, boire. L'article que tu nous as envoyé, moi, j'étais en genre de break entre 2 podcasts. J'avais pas vu cela, là. Est-ce que les Canadiens sont prêts à prendre les armes pour défendre le Groenland? Hey, ça va pas du tout, là. Sérieux, on est rendu, c'est limite, c'est de la parodie. Tu lis l'article, ils sont comme allés chercher un boomer au Tim Hortons, là. Ouais, c'est un genre d'artiste à Toronto, un gars, de ce que Jerry dit, un peu out of shape, de 70 ans, qui est prêt à s'en aller au Groenland avec un gun. Là.
Le gars qui fait de la poterie, là. Et le gars dit Non, que je pense câlisse. qu'il a fait la réserve à l'université dans le temps. Ouais, ça n'a pas donc marché, il est ils l'ont pas prêt, gardé. lui, là. Même dans la Ouais. réserve, ils l'ont pas gardé. Ouais. Puis plus loin, écoute, les personnages sont absolument surréalistes. Plus loin dans l'article, il y a un jeune, Benjamin, 29 de ans. petit 29 ans. gabarit, c'est quand même précisé, qui dit que lui, ben, finalement, il est Il ira inquiet, pas. mais il ira pas. Non, sérieux, c'est quelque chose. Là. Ben écoute, Tabarnak. moi je le cale officiellement. Je pense qu'on a atteint un stade d'hystérie collective qui est plus grand que pendant la pandémie. Là. Je regarde, puis c'est généralisé. Tu as du monde sensé en général qui ont des discours complètement débiles. C'est sûr, c'est sans précédent. Là. Tu regardes les actions du président, la stratégie, ce qui est dit, il y a quelque chose de factuel derrière ça. Mais la réaction est complètement débile de notre bord. Ouais, là. calmez-vous les nerfs, là. Tu sais, le Groenland, toi puis moi, là. Ils feront ce qu'ils voudront avec, là. Tant qu'ils... Je comprends que si demain matin, ils arrivent avec des porte-avions puis des F-35 puis qu'ils attaquent l'île... Ouais, puis ce qui les arrivera Européens- probablement pas. Là. Ben Tu sais, non, c'est ça, là. Ça, c'est... Tu sais, je pense pas que c'est envisageable, ce scénario-là. Et là, quand tu lis les médias, c'est probablement... Tu sais, ils prennent ça pour du cash, cette affaire-là. Là. Donc... Est-ce que je peux te faire entendre là-dessus? On sait que après l'histoire du 6 janvier, le stock-up un peu, qu'on va l'appeler de même, le président, le vice-président Mike Pence, je pense, c'est ça son nom. C'est ça, c'est Mike Pence. Hein? Mike Pence? Ouais, Mike Pence. P-E-N-C-E. Donc, Mike Pence. Mike Pence n'a pas été... tu sais, c'est un gars qui est un peu spécial. Et il n'est pas très pro-Trump depuis que Trump l'a comme passé en dessous du bus. Et il a été questionné hier par Jack Tapper, ou Taper. Jake Tapper, c'est Jake. Donc, non, c'est vrai, c'est Jake, c'est J-A-K-E. Donc, Jake, à CNN, s'attendait à voir quelqu'un qui allait frapper sur Trump concernant, entre autres, le Groenland. Donc, voici sa réponse. I think it's a question right now, Jake, not of what the president's trying to accomplish, but how. And I have concerns about using what I think is a questionable constitutional authority, imposing unilateral tariffs on NATO allies to achieve this objective, as much as I had concerns about the threat of a military invasion, which apparently is no longer being talked about. But the what here, I think, is absolutely in the interest of the United States of America. I mean, literally, I think it was Abraham Lincoln's Secretary of State who negotiated the purchase of Alaska, who first suggested that the United States also purchase Greenland. I traveled to the region in 2019, visited Iceland to literally make the case of our national security interest as China and Russia continue to intrude farther and farther into the Arctic. So what the president's trying to do here, I think, is absolutely in the interest of the United States of America. I would just rather see the president use his persuasive powers and U.S. investment in Greenland to lay a foundation for ultimately achieving that goal. C'est le genre de comportement que... vous pouvez être contre. Vous pouvez dire, ben, le Groenland, on veut qu'il reste avec le... Vous avez le droit de tout penser ce que vous voulez, mais pour les États-Unis, la manière que c'est expliqué là, si c'est fait avec la bonne méthode, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Surtout que l'allié du Nord, finalement, on pense que c'est l'allié du Sud qui n'est pas super fiable, mais l'allié du Nord, pour défendre le Nord, il n'est pas équipé. Il n'est pas focusé. Il n'est pas fiable dans son amitié non plus. Il y a beaucoup d'anti-américanisme. Donc, ils se disent, nous autres, si on veut protéger la place, il va falloir se trouver des places pour s'installer parce que tant et aussi longtemps qu'on a nos amis du Nord qui sont un peu perdus, ça nous prend nos installations quelque part. Donc, c'est un peu le but avec l'Alaska et maintenant le Groenland. Donc, ça, c'est, je veux dire, pour des raisons de sécurité, puis de territoire, puis de tout ce que tu veux, cette discussion-là peut être jasée entre adultes. Là. Il y a un point là. Non, sur le fond, non. Effectivement, on en a déjà parlé. Je pense que c'est un objectif à long terme. Là. C'est une affaire sur peut-être même 50, 100 ans.
Exact. Les impératifs de ça ne sont pas à court et moyen terme. Tant la Russie que la Chine n'ont pas la capacité de prendre d'assaut le nord canadien ou le nord de l'Amérique du Nord. Là, ça, c'est un fait. Effectivement, ça aurait pu être. Mais tu sais, c'est la stratégie Trump là, d'y aller en défonçant la porte et en jetant le monde en dessous du boss pour avoir une espèce de lease américain pour une base intégrée au Groenland qui possède l'île. Dans les faits, ça change quoi? Là? La défense nord-américaine est déjà intégrée de toute façon. Là. NORAD, c'est pas vraiment le Canada qui défend le nord du continent. Là. C'est littéralement les Américains. Oui. On peut envoyer F-18 de temps en temps, là, mais c'est vraiment les Américains qui sont on call s'il y a quelque chose qui arrive. Je pense que le fond est factuellement correct. Puis les gens devraient comprendre ça et apprécier le fait, qu'on soit d'accord ou non, que des superpuissances ont des agendas puis des visées qui dépassent leurs frontières. Puis ça existait avant Trump, là, by the way. Là. Puis la Chine a des visées aussi. La Chine a une visée expansionniste, des visées expansionnistes sur la mer de l'Asie, de la mer de Chine. L'Afrique. La Chine a littéralement bâti des îles pour installer des défenses là, dans la mer de Chine. Là. Donc, en confrontation presque directe avec des alliés des États-Unis puis de l'Ouest. Là. Donc, ça fait une décennie que ça dure, ça. Il y avait, on le sait pour l'Afrique, l'introduction qu'ils ont fait du côté du Venezuela, c'était de profiter de la faiblesse du Venezuela pour s'implanter. Ah oui. Donc ça, on le sait, ça existe. Là. Ah non, la Chine, c'est connu. Je veux dire, l'expansion, l'espèce de colonialisme économique chinois en Chine, c'est surréaliste. Là. Moi, je suis allé dans des pays. Je suis allé en Zambie, je pense. Mais ça fait 10 ans, justement. Je regardais il y avait le 10 Years Challenge. Là. Tu regardes ce que tu faisais il y a 10 ans. Puis il y a 10 ans, j'étais allé en Zambie, qui est une des pays les plus riches en cuivre dans le monde. Puis on était littéralement dans un hôtel chinois, avec des enseignes en chinois, là, avec des employés chinois. Il y a 10 ans, là. Oui, exact. Puis c'était déjà bien amorcé. Puis je me rappelle, il y avait des gens qui nous parlaient sur des diplomates, des gens au niveau économique, au niveau minier, au niveau de la technologie. Puis tu sais, ces pays-là sont obligés d'utiliser, ils ont tous des téléphones Huawei, ils ont toute la technologie solaire, toute la technologie, ils ont probablement maintenant des véhicules électriques chinois, dans le temps où ça commençait, mais maintenant c'est probablement beaucoup plus répandu. Fait qu'ils n'ont pas accès, ils n'ont presque pas accès à la technologie extérieure, ils sont vraiment otages, si tu veux, de cette espèce de mainmise économique chinoise-là. Puis ça commence à être militaire aussi, parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait ouvert une base navale à Djibouti. Ça, c'est comme un peu dans l'Est, là, pas loin de la Somalie, justement, je pense. Et Éthiopie, etc. Donc, l'autre superpuissance a aussi des visées expansionnistes qui sont moins flagrantes que Trump actuellement. Donc, tu sais, c'est un peu hypocrite. Puis, tu sais, ils voient ça un peu comme un monde de licorne, de penser que seuls les méchants Américains ont des visées expansionnistes, puis ont des agendas, là, si tu veux, qui dépassent leurs frontières en 2026. Là. Ça arrive depuis la nuit des temps, ça. Là. Est-ce qu'on peut regarder tout ce qui s'est passé depuis à peu près 2 semaines et demie? OK? Puis clairement, dans l'administration Trump, on en parle. On appelle ça la doctrine Donroe, qui est la version de Donald Trump, de ce qui avait été fait il y a longtemps, qui était la Monroe. Donc, l'intervention au Venezuela. OK? La raison principale, Trump le dit carrément. Oui, il y a du pétrole, puis on va les aider à le sortir, puis on va enrichir la gang là-bas pour que tout le monde soit de bonne humeur. Mais nous autres, principalement, on n'a pas besoin de pétrole. On va en acheter s'il y en a disponible, mais actuellement, on n'a pas besoin nécessairement de pétrole. La principale raison, c'était les pieds à terre des Chinois dans la place, des Iraniens et des Russes. Donc, il y a comme une volonté, puis sincèrement, pour avoir lu là-dessus dans les 2 dernières semaines, retourner dans l'histoire et tout, je trouve que c'est tout à fait logique dans le monde dans lequel on est, vers le monde dans lequel on se dessine. C'est-à-dire 2-3 puissances qui vont essayer de manipuler certains territoires puis d'avoir de l'influence à telle place pour des raisons économiques, des raisons énergétiques, des raisons de stratégie militaire, etc., etc. Le point de l'administration Trump de sécuriser l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale puis l'Amérique du Sud. Donc, ce bout-là, l'autre bord de l'océan, c'est notre place. C'est elle qu'on veut prioriser.
c'est là on veut sécuriser tout le monde, c'est là on ne veut pas que nos ennemis viennent s'installer. De l'autre côté, l'OTAN, où ce qu'on a été là pendant depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui coûte aux Américains à peu près pas loin d'1 trillion de dollars par année. Là. C'est 850 milliards. Donc, ce serait de délaisser finalement. Ce qu'on est en train de voir, c'est l'abandon des États-Unis vers je dirais, une stratégie beaucoup plus locale, américaine, nord-américaine, sud-américaine, et l'abandon de l'Europe et de l'OTAN, et tout ce que tu veux. C'est ça qu'on est en train de vivre, là. Ben, il y a aussi une fracture, idéologique, là. Puis ça, moi, je pense que les conservateurs doivent être du côté de Trump là-dessus, là. C'est très bien expliqué. Lui qui l'explique le mieux, c'est J.D. Vance. Quand il a fait son speech sur la liberté d'expression, l'Europe, c'est devenu un fouillis réglementaire, à part les pays de l'Europe de l'Est qui ont de la croissance, comme la Pologne, etc., qui sont tous maintenant pro-Occident, anticommunistes, de façon assez marquée. Il y a une espèce de centralisation réglementaire, toute la folie de la décroissance, un mouvement Green Net Zero qui continue malgré le recul qu'on voit dans le reste de la planète. Donc, au-delà des considérations militaires, si tu enlèves l'Ukraine, si tu enlèves le Greenland, là, il y a quand même il y a un fossé idéologique entre l'élite européenne et la vision américaine des choses à l'heure actuelle. Puis je pense que le Canada, et particulièrement les conservateurs, doivent être du côté des États-Unis de ce côté-là. Donc le Canada, c'est un pays nord-américain. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'attitude de Trump, l'avenir est là, je pense. On devrait être North America first. Oui. Puis le problème, c'est que ça antagonise tout le monde. Puis là, je lisais, tu vois, au Danemark, la droite était sur le bord de prendre le pouvoir, mais à cause de l'histoire du Groenland puis de la menace de Trump, la gauche a repogné le lead exactement comme au Canada. Comment c'est arrivé avec Justin Trudeau et Carney. Donc, Trump est associé à la droite. Donc, tout ce que Trump fait, la droite est comme attirée par la bande dans le narratif. Alors qu'il est zéro de droite en passant. Non, en fait, tout ce qu'il fait, les actions réelles des dernières semaines, là, enlève l'histoire de l'expansion territoriale puis des menaces. Là. Toutes les actions qu'il a faites des dernières semaines, les décrets, là, c'est toutes des affaires de gauche. Caper l'intérêt ses cartes de crédit. Empêcher telle compagnie de spéculer sur le marché immobilier américain. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Il y a un paquet d'actions comme ça qui sont littéralement des demandes de Bernie Sanders quand tu remontes un petit peu dans le temps. Bon, il est très caquiste, là. Oui, ben c'est un nationalisme économique. Mm-hmm. C'est sûr que les Américains ne sont pas dans la position du Québec. Là. Ils peuvent utiliser ce levier-là, mais juste, regarde, les tarifs. Le tarif, c'est du protectionnisme pur et simple. Là. Donc, on s'insère. C'est très difficile de voir le big picture à l'heure actuelle. Là. Si tu regardes juste les headlines, tu vires fou. Puis, honnêtement, comme je disais précédemment, je pense qu'on a atteint un niveau d'hystérie collective qui est plus grand que pendant la pandémie. Là. C'est littéralement généralisé. Les gens ont perdu la boule complètement. Comment tu as trouvé la réaction de le tweet qui était tard, hein, qui a pris beaucoup de temps? Donc, on voit qu'il y a eu une grosse réflexion. Je parle du tweet de Poilievre sur le Groenland. Donc, il y a eu une réflexion, il y a dû avoir du débat. Donc, ça veut dire qu'on a réfléchi beaucoup trop. Contrairement à son tweet, entre autres, sur le Venezuela, où là, ça a été fait par lui et par sa femme, où il n'y a eu aucune intervention de l'équipe de communication, de consultants, parce que c'est quelque chose qui le touchait vraiment directement. Mais le reste, malheureusement, comment la politique est faite aujourd'hui, sauf pour Donald Trump, qui est le seul qui ne fonctionne pas de même, qui lui, il va boum, 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 il y a beaucoup de réflexions. Et le tweet de Pierre Poilievre aurait pu être écrit par la gang de Mark Carney. C'est ça qui est un peu surprenant. Non, effectivement, encore une fois, je pense qu'il y a, je ne sais pas ça vient de où, là, mais il y a clairement des gens autour de Poilievre. Moi, je pense pas que c'est sa stratégie. C'est pas son gut feeling, à mon avis, ce genre de mouvement-là. Je le pense qu'il serait beaucoup plus aligné avec l'administration américaine si on lui laissait la liberté. Le calcul stratégique et politique là-dedans est assez simple. Je pense que les stratèges autour de Pierre Poilievre n'apprécient pas assez le fait que la division qu'il crée en prenant des positions prudentes comme ça l'antagonise plus de monde dans leur rang
que ça va faire traverser du monde qui vont voter pour les conservateurs. Exactement. C'est facile à comprendre que quand il fait ça, il ne gagnera pas aucun électeur de Carney et il va juste attaquer un pourcentage assez élevé de sa base de militants. Et un autre qui fait exactement ça sur différents autres sujets, c'est Éric Duhem. Oui. Il fait exactement le même genre d'interventions qui sont comme politically correct pour je ne sais pas quelle raison. Et ça fait juste antagoniser une partie de la base qui souvent est déjà échaudée un peu. Puis c'est ce qui est le plus important en politique, c'est ta base. Si tu perds une partie de ta base quand c'est le temps de voter, c'est beaucoup plus risqué que d'avoir une base unie. Et ce que je disais précédemment, dans le fond, c'est que regardez en 2021 quand c'était Erin O'Toole le candidat. Candidat, c'est probablement un bien bon gars. Là. I don't give a shit. L'important, c'est de gagner des élections. C'est pour ça que tu présentes. L'autre d'avant aussi avait l'air de bon gars. Là. Ouais, on voit Andrew Scheer pas mal meilleur comme numéro 2, numéro 3 que comme leader, mais au final, comme leader, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait à peu près pas de distinction entre son discours puis le discours de Trudeau puis des libéraux à l'époque. Fait que les gens qui veulent des politiques de droite, puis ils veulent une opposition solide, puis un gouvernement de rechange aux politiques libérales, regardent ça puis ils disent, OK. Fait que Maxime Bernier a à peu près eu 1 million de votes. Les conservateurs se sont fait dégommer. Donc, si vous voulez gagner au centre avec le politically correct en 2026, vous allez perdre des centaines de milliers de votes, puis vous allez perdre l'élection. C'est exactement ça qui va se passer. Je suis absolument certain de ça, que l'espèce de pandering au centre sur des questions sur des wedge issues comme ça, c'est certain que ça fait perdre des centaines de milliers de votes aux conservateurs. Puis c'est des gens qui sont faciles. La base est facile à maintenir. Puis, il faudrait prendre pour acquis que tu n'es pas obligé de t'exprimer sur tous les sujets. Voilà. Là-dessus, il n'y avait pas besoin de faire de tweet. Non. Au pire, tu te fais mettre le micro en dessous du nez. On dirait que c'est pour faire plaisir. Bon, le Chantal Hébert, je suis content, finalement, puis en plus, il vient de backer Carney. Donc, finalement, non, mais Jeff, on va t'expliquer ce qui se passe. Il y a des conseillers qui se font écœurer par des journalistes, puis des gens qui sont à droite, mais qui sont pas tellement à droite que ça, finalement. Puis finalement, réussissent à convaincre l'entourage de Poilievre de faire une intervention en disant, si vous le faites pas, là, voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver. Puis finalement, fait le tweet ou fait l'intervention. Et avec les conséquences qu'on connaît. Regardez les réactions sous les publications. C'est absolument désastreux. Oui, c'est très... Je ne sais pas pourquoi. Je comprends qu'il y a à l'intérieur du mouvement canadien, c'est un mouvement qu'on connaît moins un peu, là, mais je comprends qu'il y a une genre de hiérarchie. Jason Kenney est là-dedans, Harper est là-dedans, il y a... mais regarde, Moore est là-dedans aussi. Jeff, très très simple. Fuck them. Oui! Sont irrelevant là, maintenant. Là. Nobody gives a shit à propos de Moore, de Kenney, Jason qui s'est Kenney. écrasé pendant la pandémie. Fuck exact. You, Jason Kenney. Là. Oui, exact. Ne représente en rien la nouvelle droite, le mouvement conservateur émergent qui inclut majoritairement des jeunes. Donc, on passe à un prochain appel pour bâtir un mouvement élargi qui n'a rien à faire avec ces vieilles momies-là. Là. Ils n'ont plus aucun levier politique en 2026. On peut-tu passer un autre appel? On est content. Merci pour votre service public, mais c'est quoi guys. Qui se passe dans la Vous irez tête? parler au Manning Institute, là, puis crissez-nous à paix. Exact. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? OK, Poilievre vient d'en parler. Éric Duhem fait un peu souvent la même chose, malheureusement. Il essaie d'embarquer dans des sujets, ils n'ont pas d'affaire à embarquer. Saluer le départ de Guilbeault en disant quasiment qu'elle est bonne. Saluer Qu'est-ce qui se passe dans l'évolution d'un politicien à partir du moment où il se dit « OK, ouais, voici, j'écoute ma base. » Puis là, les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais eux ne le savent pas qu'ils sont en train de faire ça, mais nous, on le voit. La transformation vers, justement, un discours beaucoup plus centriste, beaucoup plus large, en pensant de gagner, puis je sais que c'est une course de 1 point de sondage ou 2 points de sondage, mais qu'est-ce qui se passe dans leur réaction d'aller là et d'oublier la base qui est la raison première pourquoi ils sont là? C'est l'effet de bulle, c'est l'entourage qui parle aux journalistes, c'est l'entourage qui parle au staff des autres partis. C'est du monde qui vit dans des bulles qui sont souvent complètement déconnectés de la dynamique politique réelle qui se passe dans la population, puis particulièrement dans les cercles de droite émergents. Là. Okay? Donc, la nouvelle droite, la plupart des politiciens de droite en Amérique du Nord, outside of Trump, là, Duhem, Poilievre, c'est staffé avec du monde dans une vision qui ont des doctrines politiques puis des stratégies de communication qui viennent souvent d'une autre époque. Donc, pensez ça, c'est la fracture entre
les appuis réels qu'ils pourraient avoir et les stratégies de communication qui sont mises en place. Là. Tu devrais pratiquement pas porter attention aux médias traditionnels. Tu fais campagne uniquement. Les médias traditionnels vont rapporter tes faits et gestes, vont couvrir tes positions, mais tu n'as aucunement besoin d'embarquer dans la game du spin, puis de parler à du monde, puis de céder sur certains enjeux, puis de faire des tweets pour plaire à X puis à Y. Non. Tu gardes la ligne, tu doubles la mise. De toute façon, tous les enjeux, tout ce qui est en train de se passer, là, c'est une tempête parfaite pour la droite. Ouais. Tous les enjeux que la droite a soulevés dans les 5 dernières années. Mais j'ai toujours senti que nos gens de droite, nos leaders de droite, on dirait qu'ils sont gênés de l'être. On dirait qu'ils veulent se faire aimer par des gens qui vont toujours taillir. Anyway. Je ne sais pas c'est quoi cette manie-là. C'est mon point. C'est mon point. C'est que donc la seule chose que tu as qui vaut le plus cher, c'est ta base. Puis à un certain point, ce que ces gens-là ne comprennent pas, puis ce que les stratèges mous ne comprennent pas autour de ces politiciens-là, c'est qu'à un certain point, si tu doubles la mise, puis tu ne recules pas, puis tu as une base solide, tu atteins un point d'appui, tu as un genre de breakout à un moment donné, où là, tu vas commencer à fédérer. Exemple, mettons, Millet. Le gars est complètement cinglé, il y a un code de cuir, il y a une chaîne de ça, personne ne le prend au sérieux jusqu'à temps qu'il soit à 35 % des sondages. Puis là, là, c'est un candidat potentiel pour la présidence. C'est pareil. Il n'a jamais changé ça. Il n'a jamais adouci son discours. Il n'a jamais changé sa stratégie. Donc, c'est ça. Là, sauf que si tu montes un peu, puis à un moment donné, c'est toujours le piège des politiciens de droite, c'est qu'à un certain moment, il y a un momentum. Là, l'entourage devient inquiet. Il faut consolider les gains. Il faut aller chercher du monde un petit peu au centre. Fait que là, tu fais des concessions. Qu'est-ce qui arrive? Tu perds ta base. Le monde sont désenchantés. Le monde sont démobilisés. Le monde cherche des alternatives, vont pas voter 2021, 2022 pour le PCQ. Il y a plein d'exemples comme ça. Oui. OK, pour le Prime et pour le Live, c'est une petite bouchée de notre chum Joe Hamel aujourd'hui. Et demain, version complète, probablement une des bonnes heures de Radio Pirate depuis longtemps sur toutes sortes de sujets, de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, stand by demain pour les gens du Prime, plus de Joe. OK? Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Pirate. RadioPirate.com. Next. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Premier podcast du mardi, c'est le boursicotage avec Jerry pour les maniaques de boursicotage. Ça donne bien parce que hier, lundi, c'était fermé. Les bourses nord-américaines étaient fermées, en tout cas du moins aux États-Unis, pour le Martin Luther King Day. Donc, la bourse reprend aujourd'hui, mardi. Et pour boursicoter, Jerry, on commence avec quoi? Oui, mais Jeff, il y a des choses qui ne ferment pas. Il y a comme le marché de l'or, la pépite d'or. Ça fait extraordinaire. Et aussi la crypto. Dans le Bitcoin, ça. Il n'y a pas de journée off. On n'a pas de journée off. Donc, on est toujours craqué un peu, justement, la pépite, l'or. Voulez-vous que j'embarque? Parce que moi, j'ai pas beaucoup de succès avec l'or. Mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas embarqué. Moi, je suis dû pour embarquer. Voulez-vous? Il y en a qui disent non, Jerry, embarque pas dans l'or, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a même un pirate à la blague. Il me disait, je vais t'amener une bonne bouteille de vin. Là. Si tu n'embarques pas, non, je vais t'amener une bonne bouteille de vin. À la blague. On s'amuse. On a du fun. Donc, le boursicotage, il faut qu'il y ait un peu de fun de temps en temps. Donc, la pépite est en feu. La pépite a touché, c'est incroyable pareil, c'est 4690. C'est ça le chiffre exact? 4690. C'est inimaginable. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font une méchante passe dans l'or présentement. Je vais essayer de vous le donner live, exactement le prix que j'ai dans la face. Donc, le prix, 4670,89. 1,6 % au moment où on se parle. Donc, c'est vraiment une lancée tout à fait incroyable.
Et depuis le 1er janvier, à peu près 5 % de hausse. Depuis un an, 67 % de hausse, ou à peu près. Là. Depuis 5 ans, 150 % de hausse. Donc, quelle belle ride pour l'or, puis tant mieux pour ceux qui en profitent. Vraiment, vraiment extraordinaire. C'est un genre de cocktail magique. Cocktail macroéconomique, géopolitique, faiblesse du dollar, l'inflation, les tensions politiques, la grosse demande aussi, la grosse demande des investisseurs, valeur refuge. Donc, l'or, là, les gens recherchent des choses en or. Le monde, il y a un investissement dans l'or. Donc, il y a des... Moi, je pense que le bon moyen, il y a plein de moyens. C'est sûr qu'on peut avoir des plaquettes d'or dans notre tiroir, mais moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Moi, je pense que, à moins d'avoir un coffret de sûreté à la banque, là, mais il ne faut pas dire à personne que vous avez de l'or à la maison. Je vous le dis, là. Je vous le dis. Ça fait énerver du monde pas mal. Tu dis, moi, je garde mon or chez nous. Dites pas ça. Faut pas ça. Faut jamais dire ça. J'en ai un peu. Dites pas ça. Ils vont défoncer la maison. Je vous le dis. C'est pas la TV qu'ils vont venir chercher, là. La TV s'en fout. Là. Il y en a 400 piastres. C'est pas ça. Ils vont scraper votre maison pour acheter les plaquettes. Ça, je peux vous le dire. Parce que là, c'est rendu un peu hystérique. Donc, c'est gold. Mais le bon moyen, c'est d'avoir un ETF. Justement, un ETF qui est basé sur l'or. Donc, c'est un fonds négocié en bourse. Je l'ai raconté souvent. Il y en a quelques-uns. Donc, un fonds qui est... c'est pas un fonds par rapport aux compagnies orifères. C'est un fonds qui c'est un asset. Donc, c'est un tas d'or qui est parqué quelque part. Donc, ça veut dire que c'est un montant en or, des lingots d'or, si on peut dire. Donc, tu as le fameux asset de Sprott Physical Gold. Ça le dit bien, hein? L'or physique. Donc, petit frais de gestion. Et je pense que c'est 3 722 697 onces d'or. C'est ça que ça représente, le tas. C'est un beau tas. Un beau gros Et tas. ce tas-là, ben, quand l'or monte, ben, la valeur du tas monte. Et quand l'or baisse, la valeur du tas baisse. Mais le tas ne bouge pas. Il est sur une palette de bois. Il attend. Mais Ça, j'aime ça, moi, les ETF. Oui, les ETF. Parce qu'il y en a pour le Bitcoin. Moi, j'en ai pour le Bitcoin. Pour le Bitcoin, exactement ça. Officiellement, moi, je n'ai pas de Bitcoin. Tu sais, j'en ai pas. Non, c'est ça. Tu n'as pas un wallet de Bitcoin. C'est ça. Je n'ai pas un wallet, mais j'ai un ETF. Pour toi, tu m'avais dit, tu peux avoir un ETF de Bitcoin. Exactement ça. C'est très, très bien, ça. C'est très bien. De bons boursicoteurs, Mr. White. Je t'écoute. Ben oui. J'ai le Bitcoin. Je pense que j'avais une petite affaire sur le Bitcoin qui je ne vais pas vous décourager. Là. Je ne vais pas décourager. Parce que j'en ai parlé avant les fêtes. Parce que un graphique, c'est comment dire, les gens qui se fient sur des graphiques, l'analyse technique, qui est très poussée. Moi, je fais une analyse technique de base. Okay? Vraiment de base. Je m'amuse sur des petites affaires un peu. Il ne faut pas mettre ça de compliqué. Mais tu as l'analyse technique vraiment poussée. C'est sûr que là-dedans, tu as des gens qui essaient de deviner l'avenir. Dans l'humanité, il y a beaucoup de monde qui ont essayé de deviner l'avenir. Mais on l'essaye, dans le graphique, on essaie de voir des tendances. Puis, vu qu'il y a beaucoup de monde qui utilise l'analyse technique, mais ça veut dire ça. Mais ça ne prévoit pas des avions dans le World Trade Center. Voyez-vous? Et on ne les voit pas venir, les avions. Sur un graphique, je veux dire. Donc, il faut en prendre, mais en laisser. Sauf qu'il y a beaucoup de monde qui se fie à ça. C'est normal. Moi-même, je me fie à ça. Sur des choses, je me base. Un peu de flair, un peu de fondamental, toujours des mélanges. Un peu de flair, un peu de fondamental, un peu d'analyse technique, une espèce de petite soupe à la Jerry. Mm-hmm. Mais le Bitcoin, c'est pas le fun. Si on regarde le graphique, c'est pas le fun. T'sais, oui, il vient de faire un beau swing.
Parce qu'il a descendu le Bitcoin dernièrement. Il est parti 125 000, boum, 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 il est descendu. Là, c'était le désespoir. Il est allé niaiser un peu dans le bas. Et là, il a remonté. Il a remonté à 98 000 dernièrement. Et là, depuis 5-6 jours, là, il est retombé dans 93 000. Mais c'est ça le problème. C'est ça, c'est le flag que j'ai levé avant les fêtes. Je pense que c'était en novembre. Je regardais le graphique du Bitcoin puis je me disais, cette fameuse moyenne mobile 200 jours-là, qui est le prix des 200 derniers jours. À chaque jour, on fait un point sur le graphique. À chaque jour, on fait un point sur le graphique. Et ça te fait une genre de moyenne. Donc ça, ça représente comme la moyenne du prix des 200 derniers jours. Mais l'affaire, c'est que cette moyenne-là, il faut que cette courbe-là soit haussière. C'est comme une vague de fond. Tu as des moyennes mobiles 50 jours, tu as des moyennes mobiles 20 jours. Ceux qui font du day trading, ils ont des moyennes mobiles 1 minute. Parce que lui, son espace-temps, c'est une journée. Et quand ton espace-temps, c'est plus long, bien, tu peux voir les moyennes mobiles. Moi, j'aime beaucoup la 200 jours pour voir un peu la tendance de fond. Mais moi, j'en trade des stocks avec une moyenne mobile 200 jours baissière. J'en trade. Mais je sais que le mood, si je peux dire, la tendance de fond est négative. Ça, c'est évident. Oui, il y a des soubresauts, mais les soubresauts sont toujours breakés quelque part. Je ne sais pas pourquoi. Parce que tu es dans un mauvais mood. C'est-à-dire quand la moyenne mobile 200 jours est haussière, tu as des drops, et souvent ces drops-là sont passagères pour reprendre par en haut, parce que la moyenne mobile, c'est comme ça va venir te soutenir. Une vague de fond. C'est un peu de même, il faut le voir. Mais la moyenne mobile 200 jours du Bitcoin a commencé à baisser. A commencé à baisser à la mi-décembre. Moi, je le voyais sur le graphique, je me disais, ouais, c'est tannant. C'est tannant parce qu'il ne faut pas se rendre. Moi, j'avais mis, parce que c'est dur à voir là, quand tu es à peu près un mois avant. Là, moi, je visais un peu comme Noël. Dans le coin de Noël, là, le 25 décembre, là, il faut que le Bitcoin remonte au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Il y avait du temps, il y avait un mois et quelques. Là. Puis, quand ça monte, puis ça baisse, ça brouille. Le Bitcoin, ça brasse. Là. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, là, c'est une continuité. Là, on est quoi? On continue, là. Là, on est rendu en janvier, on continue. Bien, le graphique, la moyenne mobile 200 jours, est baissière. Et c'est ça qui est arrivé. C'est que oui, il y a eu un beau swing du Bitcoin. Il était en train d'agoniser en bas. Il s'est mis à monter. Bing, bang, bing, bang. Ça a bien été. Il est monté jusqu'à 98 piastres. Puis là, en 5 jours, boum, 93. Donc, ce que je veux dire, c'est que les pics, oui, tu es quelqu'un, mettons, qui va trader le Bitcoin. Mais en ce moment, le Bitcoin est dans un mot négatif. Je ne vous dis pas de vendre vos ETF de Bitcoin. On ne fait pas de recommandation. On ne fait pas aucune recommandation d'achat ni de vente. On ne peut pas en faire. On peut dire notre avis. Moi, je pense qu'en ce moment, le Bitcoin est dans un mode négatif. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Ça peut être un peu plus long qu'on pense. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des swings, mais soyez pas surpris que ça... on monte 2-3 jours, patate. Ah, on monte, patate. À un moment donné, tu dis, ouais, il est dans mes plates. Ben, on est là-dedans. Donc, je ne suis pas allé voir les supports du Bitcoin, si les supports sont solides. Mais en ce moment, au point de vue, en général, le Bitcoin est négatif présentement. Il ne faut pas s'attendre à le voir rebondir à 120 000 en une semaine. Le graphique ne dit pas ça du tout. À moins qu'il arrive quelque chose majeur comme de géopolitique. On ne peut pas le voir. C'est un texte que j'ai fait il y a 10 mois sur mon Substack. Sur mon Substack approche 1 an d'existence. Oh, oui, déjà. Je vous remercie ceux qui me suivent sur Substack. Donc, Substack... Moi, je reçois mon petit texte chaque matin. Ben oui, Jerry Pizza, Jerry Boursicotage. Des fois, je t'en reçois un à 10h30 le soir aussi. C'est bizarre, oui. ça.
Mais la face, c'est qu'il ne faut pas se fier à l'heure que vous le recevez parce qu'on peut mettre des... parce que j'essaie de varier. Donc, on peut mettre... le texte peut être écrit il y a 6 heures, mais vous le recevez le lendemain matin. Ou des fois, tu te dis, hey, Jerry, il a écrit ça à 10 heures le soir, mais en réalité, j'ai fini de l'écrire à 4 heures l'après-midi. Comprenez-vous un peu? Je varie, là. C'est moi qui mets une heure sur le texte. Et ça, j'approche un an. Donc, c'est super. Dans quelques temps, j'approche un an. Et merci à tous ceux qui sont là. Donc, je suis proche de 2000 personnes sur le Substack. Puis merci. Plein de boursicoteurs, c'est le fun. Tu sais, je pensais à ça l'autre fois. Là. Les boursicoteurs francophones, il n'y en a pas tant. Hein? Non. C'est incroyable, pareil. Ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. En France, la face, c'est qu'en France, il y a des... en France, il y a un peu de channel en France, sauf qu'en France, ils suivent beaucoup les titres français et européens. Ah non, c'est ça. C'est ça. Oh. Ils suivent ce qui se passe aux États-Unis. Mais principalement, ça va être... Mais principalement, sont dans le monde, sont dans le trading européen. C'est tout à fait normal. Normal. C'est tout à fait normal. On fait pareil, nous autres. Puis, justement, en Asie, c'est un peu la même chose. Mais ce texte-là que j'ai écrit il y a 10 mois, c'était le 14 mars 2025. Le titre du texte, c'est « Miracle ». Tu sais, à un moment donné, là, on tombe dans un domaine très, très précis, très spécial. Okay? On a des pays comme la Suisse. Mettons, je vous dis la Suisse, le Japon, la Chine, surtout Suisse et Japon. C'est des pays qui sont reconnus pour des entreprises horlogères. Ça veut dire quoi? Les mouvements, les montres. Donc, il y a des grandes compagnies, comme, mettons, je ne sais pas moi, Citizen, Seiko. Vous voyez ces grands noms-là dans le domaine horloger. Puis, tu sais, il y a des groupes comme LVMH, les grandes entreprises de luxe, tu sais, qui ont des montres Bulgari, des montres Hublot. Ils ont acheté ces marques-là qui sont historiques, Hublot. Des montres Tag Heuer, c'est LVMH. Là. Ils les ont acheté. Là. Donc, c'est des montres iconiques, si on peut dire. Et Richemont, l'autre le gros super groupe de luxe aussi. Tu sais, ils ont les montres Cartier, les montres Montblanc, les Piaget. C'est des montres de luxe. Et dans les montres, tu as les guenilles. Okay? Tu as des montres, tu peux acheter à 5$ au marché aux puces, puis des montres ordinaires. Il y a le très haut de gamme, comme je viens de vous parler. Tu vas arriver, mettons, dans les Rolex, mettons. Et là, on s'entend-tu qu'on peut aller encore plus haut que ça? C'est l'infini par en haut. Des montres à 50 000$, des montres à 100 000$. On s'entend-tu, là? Le luxe, après ça, tout ce qui vient avec, les diamants, l'or, puis les boîtiers spéciaux, puis les mouvements spéciaux. Mais, il y a le fameux luxe abordable. C'est là que je veux m'en aller. Le luxe abordable, c'est quoi? C'est Swatch. Swatch, compagnie suisse, très bonne montre. Moi, j'ai une Swatch. C'est un cadeau que je me suis fait. Mais tu n'as pas de Swatch à 20$. Comprenez-vous? Mais tu n'as pas de Swatch, il y en a peut-être là, quelques un peu plus luxueuses. Là. Mais en général, une Swatch, ça varie, mettons, entre 200 et 400$. Wow! On va dire ça de même. Là. Donc, on appelle ça comme le luxe abordable. Mais ce marché-là du luxe abordable, ça veut dire... Le luxe abordable, c'est quoi? Ça veut dire c'est la classe moyenne. Les pauvres, ils n'achètent pas de luxe abordable. Quand tu es pauvre, tu es pauvre. Quand tu es riche, ben, tu veux un standing. Donc, quand tu es quelqu'un qui a de l'argent, qui est moyen, il y a une Rolex. Là. Ou d'autres marques de ce type-là, je peux dire. Mais le luxe abordable, il y a une crowd pour ça. Je donne un exemple. Une Apple Watch série 11. Là. M'excuse, là, mais c'est du luxe abordable. C'est une montre quasiment à 500$. Mais c'est pas quasiment. Une Apple Watch série 11 avec le boîtier normal, en canadien, c'est 549$. C'est beaucoup. Je comprends que pour du monde, ils vont dire que c'est du luxe, mais en réalité, c'est du luxe abordable. Dans le marché, c'est du luxe abordable. Donc, vous voyez un peu, le luxe abordable, on peut le mettre
mettons, entre 150, 200 jusqu'à 5, 6, 700, peut-être jusqu'à 1000. Puis il y a des Apple Watch à 1000 piastres. On est un peu là-dedans. Mais ça comprend tout. Là. Les montres régulières, les mouvements réguliers et les montres connectées. On est ensemble. Donc, ce luxe-là, il y a une compagnie, puis comme je vous disais tantôt, la Suisse, le Japon, qui sont des leaders, la Chine aussi très fort, mais il y a un groupe américain, il y a une compagnie américaine qui s'appelle Fossil. Fossil, c'est un peu historique aux États-Unis. Fossil, ça existe depuis 1984. Une compagnie du Texas, une compagnie texane. C'est très texan. Et Fossil, c'est quand même 5000 employés. Là. C'est quand même pas mal de monde. Eux autres, ils fabriquent leur brand d'eux autres, la marque Fossil, et qui est très... C'est une marque un peu la même catégorie que Swatch. Vous voyez un peu la catégorie, là. Même catégorie que Swatch. Fossil qui ont des magasins. Tu vas en Europe, là, on n'est pas des magasins Fossil. Ici, je ne sais pas s'il y en a au Québec. Là. Peut-être, je ne suis pas souvent dans les centres d'achat, là. Mais je veux dire, ils ont 240 magasins à travers le monde parce que c'est un brand international, comme Swatch. Donc, c'est un brand international. Il y a des magasins et aussi il y a des boutiques. Certaines boutiques un peu plus spécialisées qui ont des montres fossiles. Donc, il y a un certain standing, mais c'est toujours ça, c'est l'espèce de luxe abordable, si on peut dire. Puis cette entreprise-là, ben, les autres, ils ont passé à la gratte là, pendant des années. Ça fait longtemps qu'ils sont en bourse. Les autres, ça fait longtemps qu'ils sont en bourse. Très, très longtemps. Et ils ont passé des mauvaises années. 2023, 2024, là, ça a été très, très tough. C'était très difficile. Et ils ont trouvé de restructurer à patente. Donc, je vous disais tantôt qu'il y avait 240 magasins à travers le monde, mais il y en avait 300. Ils en ont supprimé 60. Ils ont fait du ménage dans la patente. Là. Quand tu restructures, c'est ça que tu fais. Tu fais du ménage. Ils ont fait du ménage et c'est un stock en bourse qui a descendu beaucoup, énormément. Puis le stock était à 20$, 25$, 30$. Encore dans le passé là, de fossiles. Mais là, je veux dire, là, tu as comme une compétition qui arrive un peu de partout. Tu as la mode à travers ça, le ci, le ça. Ils sont ramassés pas mal bas. Pas mal bas. Mais ce qui arrive, c'est qu'eux autres, ils ont leur nom, Fossil, et aussi, ils ont des marques. Donc, sous licence, si vous allez, mettons, chez Michael Kors, dans le magasin Michael Kors, puis il y a une montre. Mais la montre Michael Kors, c'est Fossil qui a fait. Donc, c'est des montres Skechers, Tory Burch, Skagen, Armani. Ils ont plusieurs brands comme ça. Mais vous ne le savez pas, mais en arrière, c'est Fossil. Vous voyez un peu ils ont leur stock eux autres et ils ont des montres sous licence qu'ils vont mettre au nom des autres brands, des autres entreprises. Tu vois, il y en a une couple de magasins au Québec. Tu en as un à Laval. Oui, OK. Puis, comme tu dis, comme à Québec, ils vendent du Fossil, mais ils vont vendre ça chez Jacobus, mettons. OK, bon, c'est ça. Exactement. Ils ont des ententes avec des ils vont vendre ça à la Maison Burks aussi. Tu connais la Maison Burks? Oui, Burks, exactement. Burks a du Fossil. Voilà, Michael Kors, ils ont, je pense, du... Ah non, c'est une autre affaire. OK, c'est bon. Mais c'est cette entreprise-là, qui est une belle entreprise, ils ont bûché. Il faut l'avouer. Là. Ils ont bûché. Puis le stock est descendu beaucoup. Le stock est descendu à une pièce. Là. Une pièce et quelques, là, telle affaire. Puis là, quand j'ai fait ma chronique moi, au mois de mars, je me disais, est-ce que ça va prendre un miracle? Dans le sens que ça va prendre une restructuration. Il était tombé là-dedans. Mais on s'entend-tu que c'est un créneau spécial? Là? Mm-hmm. Pourquoi? Parce que Christophe, tu vends des montres. Ah oui. Quand tu y penses, là, passe à ça 2 secondes. Tu vends des montres là, avec des aiguilles. Là. En 2025? Oui. Mais et là, l'histoire, c'est que des montres, c'est plus qu'une montre qui donne l'heure. Une montre, c'est un bijou. Voilà, c'est un bijou. C'est une mode. On l'a l'heure sur notre téléphone. Pourquoi on l'aurait une montre? C'est ça. Mais c'est pas, une montre, c'est pas juste ça. Une montre, c'est plus que ça. C'est un standing, c'est une mode. Tu as quelque chose à ton poignet. Donc, il y a du monde qui ont plusieurs montres.
Il y en a qui ont. Moi, j'en ai une. Moi, j'ai une montre. Moi, j'ai pas de montre. C'est ça. Moi, j'ai eu des montres une bonne partie de ma vie, puis peut-être une vingtaine d'années, je portais plus de montre. Ça m'énervait. Et depuis peut-être 3-4 ans, je me suis gâté, puis le luxe abordable. Je me suis acheté de la montre à mon goût, je me suis acheté une Swatch. Mais est-ce que. Il y a un côté sentimental là-dedans. Ouais. Il y a une occasion spéciale. Mais j'exagère-tu si je dis que il y a peut-être un petit côté standing aussi à ça? Oui. Ben oui. Parce que si tu es assis au restaurant et tu as une date, puis tu as une Rolex, pas de Rolex acheté sur la plage à Marbella, là, on s'est entendu. Là. Le gars dit qu'il l'a volé à quelqu'un d'autre, mais en réalité, Christophe, c'est pas une vraie Rolex. Mais je veux dire une vraie Rolex. China. Mais tu as une vraie Rolex. Ben, c'est un standing. Puis je dis Rolex parce que Rolex, c'est une marque haut de gamme, mais tu peux aller encore plus haut que ça. Là. C'est sûr que c'est une Timex, c'est un autre standing. Timex, c'est une marche en bois. Mais Timex, c'est pas de la guenille, mais c'est une marche en bois. Ça existe encore? Oui, ça existe encore. Oui, ça existe encore, Timex. Mais une Timex, c'est qu'il y a de l'allure, là. T'es pas loin du 100$. C'est d'un 80$. Oui, quand tu as une Timex à 12$, une patente chinoise, par rapport. C'est pas. Donc, la face, c'est que comment dire, ce marché-là qui est très particulier, ben, ils ont réussi. Fossil a réussi à se nettoyer. Ils ont réussi à. Je suis surpris, oui, puis non, parce que c'est des Texans. Vous avez entendu? Mais quand les Texans, ils ont quelque chose. Dans le sens que les autres, ils niaisent pas bien. Là. OK, je pensais que tu avais dit que c'était français tantôt. Non, Fossil, c'est Texan. Texas. Donc, ça commence en 1984. Donc, la face, c'est que ce brand-là a réussi à passer. Et le stock en bourse, qui taponnait à 1,55, 1,60, 1,70, taponnait, mais ça, il est rendu à 4,10. Là. Si on regarde le graphique, là, il est vraiment beau. Là. Donc, la bonne nouvelle, entre parenthèses, la bonne nouvelle pour ceux qui y étaient dedans et en ont profité de cette hausse-là, tu pars de 1,75, tu montes à 4 piastres, tu fais un beau tour. Là. Si tu le mets en argent, là, tu peux faire un beau tour. Je ne sais pas pour le futur. Le code, c'est FOSL sur le Nasdaq. C'est sûr que ça va prendre des earnings qui vont sortir. Les earnings vont sortir, on va voir la progression parce que les derniers résultats, ils ont été au-delà des attentes. Ça va bien, ça va mieux. Donc, je ne dis pas qu'ils ont repris de l'air au complet. Ça va mieux. Mais c'est toute une question de marketing, d'accessoires. Il y a beaucoup de publicité sur le web. Mais ils ont tout restructuré à patente. Ils ont enlevé les magasins qui ne sont pas payants. C'est-à-dire, ils reprennent leur affaire en main. Puis le stock a répondu, là, carrément. Là. Puis l'affaire aussi, c'est que le CEO, puis ça, c'est des affaires que j'aime beaucoup. Le CEO, c'est M. Fogliaco. C'est Franco. Vous l'appelez Franco. Franco, là, le grand boss, là, en novembre, là, il a acheté 200 000 actions de la compagnie avec son argent. Franco Fogliato. Il a acheté 200 000 parts. Ça veut dire quoi, ça? Cibole. Ça va je vais tout faire pour que ça monte. C'est normal. Il y a 200 000 parts. Donc, vous voyez un peu le minding? Ils ont réussi à sortir de la merde. Le futur, je l'ignore. Mais mettez ce stock-là sur votre watch list. Je vous le dis, les Texans ne sont pas morts. Ils sont loin d'être morts. Puis, ils sont fourrés partout. Là. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de belles marques. Là. Armani, Skechers, Tory Burch. Ils ont des beaux brands. Là. Donc, FOSL, checkez-la, allez. Thank you, Jerry, pour le boursicotage d'aujourd'hui. Les gens voulaient plus de boursicotage? Vous en avez plus! On taponne! Le stock taponne. Pirate. Radio Pirate.
radiopoints.com.